OVNI, phénomènes inexpliqués, témoignages, lumières étranges ou observations, zone parallèle, un lien avec l'inconnu. Visitez notre site web à l'adresse www.zoneparallèle.com. Voici Carole Lauzé. Bon samedi à vous tous. Aujourd'hui, j'ai décidé d'ouvrir l'émission avec un texte de Marc Rimbaud que j'ai vu sur la page Facebook de OVNI France, La Vérité. Excusez, là, je viens de perdre mes écouteurs, ça va pas bien. Ceci irait très bien avec mes invités d'aujourd'hui, mais le titre de son article, écrit en août 2016, s'intitule « Chut, on n'a rien vu » et se lit comme suit. Mon père, Paul Rimbaud, commandant de l'armée de l'air, a fait beaucoup son devoir comme des milliers d'autres jeunes hommes à cette époque turbulente en 1939, en octobre. Alors chef du réseau de résistance FF1-FFC en 1942 jusqu'à septembre 1944, de la côte atlantique, le réseau d'Elbow-Phoenix, un groupe résistant franco-belge pour enfin libérer la partie alors qu'il portait dans son cœur la nation, son drapeau, sa France. Pour en 1945 rejoindre l'école de l'air de Rochefort-sur-Mer comme instructeur pilote, mécanicien, où il fut médaillé de la Croix de guerre et de la médaille militaire en 1946. Comme il ne comptait plus ses heures de vol, mécanique et intervention, de par son grade et commande de l'armée de l'air en France, il a été soumis, comme tout bon militaire, à ce que l'on nomme le secret de la défense nationale. Celui-ci permet de restreindre l'accès à certaines informations dites sensibles. Après le décret de la Convention du 16 juin 1793 et le Code pénal de 1810 punissant de mort la divulgation de cas spéciaux, l'espionnage, puis l'intelligence avec une puissance étrangère, excusez-moi, terrestre ou non. La loi du 18 avril 1886 a établi la protection juridique des plans, des écrits et des documents secrets intéressant la défense du territoire et la sûreté extérieure de l'État. L'expression secret de défense nationale est apparue dans un décret-loi du 29 juillet 1939. Le secret de la défense nationale a alors été défini comme étant des renseignements d'ordre militaire, diplomatique, économique ou parfois industriel, voire ufologique. Ce qui, par leur nature, ne doivent être connus... Excusez, j'ai comme un petit peu... Il va falloir que je prenne mon petit shot de café de temps en temps. Ils ne doivent être connus que des personnels qualifiés pour les détenir et doivent, dans l'intérêt de la défense nationale, être tenus secrets à l'égard de toute autre personne. Il faut connaître ici l'article 75 sera puni de détention criminelle à temps de 10 ans à 20 ans, tout gardien, tout dépositaire par fonction ou par qualité d'un renseignement objet, document ou procédé qui doit être tenu secret dans l'intérêt de la défense nationale ou dont la connaissance pourrait conduire à la découverte d'un secret de la défense nationale qui, sans intention de trahison ou l'espionnage, aura 1. Détruit, soustrait, laissé détruire ou soustraire, reproduit ou laissé reproduire, et 2. Porter ou laisser porter à la connaissance d'une personne non qualifiée ou du public. La peine sera celle de la détention criminelle à temps de 5 à 10 ans de gardien si le gardien ou le dépositaire a agi par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou observation des règlements. Sous cette formulation, le caractère secret ou non d'un document observation devrait faire l'objet d'un examen de fond.
Il en résultait une insécurité juridique puisque les usagers n'étant pas en mesure de déterminer simplement ce qui révélait effectivement de l'intérêt de la défense nationale. Les juges demandaient, en pratique, l'avis du gouvernement sur le point de savoir si l'information était couverte par le secret. La Cour de cassation avait cependant rappelé qu'il n'y avait aucune obligation de demander cet avis ni de le suivre. À ses années d'officier commandant de l'armée de l'air, papa a eu des milliers d'heures de vol, longs ou courts, en France Méditerranée, Asie et Nord-Afrique. Dans ses périples et son retour à ses missions, ma première question était de savoir combien d'oiseaux avait-il vu en haut. Mon enfance a baigné dans ses récits, ses histoires, son immense expérience de l'air, des hommes de la fraternité de la République française. De temps à autre, il me confiait des petites anecdotes plus intrigantes, plus épicées à mes jeunes oreilles d'ado et de fils. Et c'est dans ces petites histoires qu'il partageait mal avec n'importe qui où j'arrivais à lui tirer les vers du nez, à l'écouter pour apprendre qu'il s'était fait doubler à 5000 mètres d'altitude par je ne sais quoi. On ne parlait pas de ça. Ou que l'un de ses avions avait vu quelque chose, détecté un radar par la base, mais introuvable, vu, aperçu. Tout ça était gardé sous le silence. Une fois aux messes des officiers, ce qui est un cercle très fermé, qui est un restaurant des officiers, alors je venais simplement le chercher en 1976, alors qu'il était en retraite. Mais il ne rentrait pas vite. Ceci à la base aérienne 118 de Mont de Marsan, dans les Landes. Ces hauts gradés étaient justement en cours de discussion entre eux sur les sujets OVNI. Dans ces brides de conversation et de groupes militaires officiers et pas des moindres, je m'aperçus que chacun avait un truc à raconter. Ils avaient tous une anecdote à dire sur le sujet OVNI, ou plutôt phénomène aérien non identifié, appelé aussi le PAN. Chacun mettait sa couche. J'ai vu ci, j'ai vu ça, on a été poursuivi par ça, on a pris en chasse ça. Mais dans la chape et dans la déontologie militaire, on se tait, rien ne transpire. Alors, ayant moi-même opéré sur des sites dits sensibles, CAE, Cadarache, 13 observatoires astronomiques régionaux et réunions confidentielles, je compris ce que voulait dire être confidentiel. Défense comme je l'ai été, mais à une certaine mesure où l'on l'est toute sa vie. La réglementation autour de la protection du secret de défense nationale est définie dans le Code de la défense. Il y est défini en 3 niveaux. Très secret défense, qui est le top secret des États-Unis, le secret défense, le confidentiel défense. Par définition, ce niveau est réservé aux informations du support protégé dont la divulgation est la nature à nuire gravement à la défense nationale, voire la protection publique. Dans les conditions fixées par le premier ministre, les informations ou supports protégés classés au niveau secret défense ainsi que les modalités organisation de leur protection sont déterminées par chaque ministre pour le département dont il a la charge. Sans autorisation préalable de l'autorité émettrice, la production totale d'informations ou de supports protégés n'est possible en cas d'urgence exceptionnelle. Donc, par respect pour mon défunt père mort quelque part dans la France en 2009, à l'âge de 92 ans, et surtout pour un travail d'hermétiste que beaucoup ont encore aujourd'hui pour la sagesse à ne rien dévoiler, à l'ensemble non maîtrisable que représente l'Internet. Il vaut mieux continuer à jouer aux boules en vacances. Et c'est signé Marc Rimbaud. J'ai adoré son texte parce que ça correspond un peu à ce que je disais la semaine dernière à propos du ministre Paul Heller. Mais je sais que ces genres de lois sont mondialement appliqués, mais on dit beaucoup aussi qu'un dossier datant de plus de 50 ans peut être révélé. Il y a même dans certains cas que la loi du silence ou l'omerta est signée parfois pour 20 ans.
ce qui veut dire que l'on peut dévoiler de vieux dossiers après ces années de silence complété. La semaine dernière, je vous ai parlé de l'ancien ministre de la Défense canadienne, M. Paul Hellyer, qui dévoile des secrets sur les ovnis et les extraterrestres. Et ça, c'est des vidéos qu'on voit circuler aussi beaucoup sur Internet et même à la télévision. Mais ils le laissent faire parce qu'ils le font passer pour un sénile. La plupart des retraités qui ont le droit d'en parler ont souvent plus de 75 ans. Alors, c'est facile de dire qu'ils sont gravement atteints au point de ne pas être crédibles. On va parler un peu plus tard de tout ça avec mes invités, mais avant, je vais vous présenter mon premier invité qui va nous parler des règlements face au tournage. Avec des autorisations officielles. Ce sera utile pour tous ces chasseurs d'images qu'on voit un peu partout. Alors, Daniel Ferland, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Ça va bien toi-même? Oui, c'est ta première radio ici. Oui. Je sais ce que c'est le BCTCA, puisque j'en suis membre, mais pour nos auditeurs, je vais te laisser l'expliquer. C'est le Bureau du cinéma et de la télévision de la Chaudière-Appalaches. C'est un bureau qui est régional. On représente la région de Chaudière-Appalaches au complet. Et ce qu'on fait, c'est qu'on fait la promotion de la région pour attirer des tournages. Et quand je parle de tournage, je parle de toutes sortes de tournages. On parle de tournage cinéma, de films, de documentaires, courts-métrages, longs-métrages. Mais ça peut être aussi des émissions de télé. Comme ce matin, j'avais La roue de fortune chez vous. Okay. Qui sont venus faire un tournage à Saint-Nicolas pour un gagnant qui venait tourner la roue dans un parc. Ça peut être des émissions de télé, comme j'ai participé cet hiver à l'émission spéciale Chaudière-Appalaches de Formule Diaz à Télé-Québec. Et on parlait de cinéma et télévision dans la région de Chaudière-Appalaches. Donc, nous, ce qu'on fait, on fait la promotion et on fait l'accompagnement à toutes les étapes d'un tournage. OK. Là, présentement, justement, tu parles comme les tournages. Il y a des gros tournages qui peuvent arriver, qui viennent soit des États-Unis ou même à partir de la grandeur du Canada ou de la France. Tu es le type qu'on doit rejoindre si on va avoir des bons cues à quelque part. Dans le fond, c'est ça. Exactement, oui. Fait que tu connais aussi la réglementation face au tournage. Tu m'as donné un petit cue l'autre fois. J'ai trouvé ça intéressant. Puis c'est de ça que j'aimerais qu'on parle aussi. Oui. Tu m'as parlé comme les tournages dans les lieux soi-disant hantés pour les chasseurs d'images, fantômes ou des choses comme ça. C'est quoi la réglementation là-dessus? Là, je parle de droit à l'image. Le droit à l'image dit que tout endroit que vous tournez appartient à quelqu'un. Okay. Soit une personne, soit une entreprise, soit un organisme. Okay. Tous les endroits que vous allez tourner, ça appartient toujours à quelqu'un. Même, j'inclus là-dedans aussi les endroits qui peuvent être, entre guillemets, abandonnés. OK, comme l'asile Sainte-Clotilde ou... ça, c'est un très bon exemple. OK. Ou le Mont-Radar, mettons, qu'on sait qu'il n'est pas vraiment abandonné, là, mais... Qui a été repris par Richard, dont je me souviens plus son nom de famille, que je salue en passant s'il nous écoute. Le Mont-Radar est maintenant devenu comme une espèce de base de plein air, je dirais. Mm-hmm. Il y a beaucoup d'activités du genre Prison Break qui font dans leurs établissements. Mais il y a eu, en 2016, la visite de scénaristes, producteurs de les séries de films X-Men. Mm-hmm. X-Men, c'est gros, là. Fait que moi, dans ma tête, X-Men, mon radar, ça fit. Ben oui. La vue qu'il y a là-dessus, en plus, les montagnes, c'est de toute beauté. Les montagnes, j'imagine des bagarres à l'intérieur d'un bunker abandonné qui fitterait, moi, dans ma tête, avec X-Men. Pourquoi ils n'ont pas tourné là? Les grosses productions, surtout des grosses productions américaines, quand ils débarquent à quelque part, c'est sûr qu'ils ont besoin d'un bureau de cinéma pour les accompagner, pour les mettre en lien avec toutes les ressources qu'ils ont de disponibles sur leur territoire. Fait que si on arrive avec une production qui arrive de Hollywood, qui débarque ici, ils connaissent personne, ils veulent avoir un organisme sur lequel s'appuyer. Sinon, ils sont obligés de payer quelqu'un qui va faire les recherches à leur place. Parce que les services d'un bureau de cinéma, c'est un service qui est gratuit. Mais c'est quoi les règles concernant les tournages dans les maisons, comme je te disais tantôt? Okay. C'est quoi, qu'est-ce qui peut arriver comme un groupe de chasseurs de fantômes, j'aime pas dire le terme chasseurs de fantômes, mais investigateurs, ou dans des lieux historiques, ou quelqu'un qui veut faire même, peu importe, si on amasse des images, c'est quoi la réglementation là-dedans? Quand on parle de droit à l'image, si je commence par un exemple plus général. Si moi, je m'en vais personnellement à Paris prendre des photos de Paris, la Tour Eiffel, tout ça, j'y vais à titre de touriste. C'est pour moi, c'est pour mes photos personnelles. Donc, j'ai le droit de le faire n'importe où. Okay. Même chose quand les touristes
Ou même toi, si tu vas comme touriste dans le Vieux-Québec, tu prends des photos d'à peu près n'importe quoi. Il n'y a pas vraiment de problème parce que c'est pas dans un but professionnel, c'est pas dans un but d'information, c'est dans un but très personnel que toi, tu as démontré, regardez, mes amis, je suis venu dans le Vieux-Québec. Même si je rends ça public sur Facebook. Même si tu le rends public sur Facebook, si tu le mets sur ton Facebook personnel à toi. Et que tu dis, je suis venu dans le Vieux-Québec et je me suis amusé. C'est personnel, c'est à titre personnel que tu y étais, c'est du domaine public. Par contre, si toi, Carole, tu t'en vas, on parle de l'asile, maintenant à Sainte-Clotilde, tu rentres là, tu veux faire une investigation, tu rentres là avec des appareils, avec une caméra, tout ce que tu vas faire là, que tu aies une caméra ou pas, de rentrer dans un établissement comme ça, tu y vas à titre professionnel, que tu le sois ou pas, même si tu es un amateur, tu y vas quand même dans un cadre professionnel. Donc, tu dois obtenir au préalable l'autorisation du propriétaire du lieu. Si tu filmes en plus, là, tu tombes dans le droit à l'image. Le propriétaire du lieu doit te signer une décharge comme de quoi qui t'autorise à utiliser les images que tu vas prendre et que les images t'appartiennent. Et si on n'a pas ça, il arrive quoi? Si tu n'as pas ça, c'est que le propriétaire du lieu est propriétaire de tes images. Il est propriétaire du droit des images que tu as faites. Donc, tu n'as pas le droit de les rendre publics. Diffuser. Tant que tu les diffuses là, il n'y a pas de problème. Mais à partir du moment que tu les diffuses, tu as rompu le droit à l'image qui appartient à cette personne-là. Comme nous, on a fait des demandes parce qu'on a travaillé justement sur un projet de documentaire ou de série télé avec Antis Québec. On a fait signer justement les propriétaires avec une demande de ne pas divulguer non plus et qu'on avait comme un droit qu'on demandait de signer un genre de contrat pour 2 ou 3 ans, ou comme on avait pour avoir l'exclusivité justement dans ces lieux-là. Mais si on aurait fait ça sans rien, on aurait eu des sacrés problèmes avec le propriétaire, dans le fond, c'est ça? Ça peut arriver, c'est qu'il peut te poursuivre, ou je ne sais pas exactement, là, on parle vraiment dans le juridique, mais il pourrait te poursuivre pour atteinte au droit à l'image, parce que lui en est propriétaire. Donc, tout l'argent, même l'argent que tu ne fais pas, ou que les autres, autrement dit, l'image de cet édifice-là a une valeur. Une valeur marchande qui pourrait être déterminée par un juge qui dit, garde, l'utilisation de cette image-là, de ces images-là, dans la propriété auquel tu n'avais pas droit, ils vont te demander de verser une compensation financière que les autres vont avoir demandé, qu'ils vont avoir jugé, plus probablement une amende aussi. Parce que là, tu as contrevenu au droit fondamental du droit à l'image. Toi, c'est ton travail à toi de faire ces demandes-là, dans le fait? J'étais directeur de lieu de tournage, je suis encore aussi, directeur de lieu de tournage et régisseur en cinéma-télévision. Et maintenant, le bureau de cinéma, ce qu'on fait, c'est que nous, on travaille avec les gens qui font le métier que je faisais, comme la direction de lieu, la régie, la production, la coordination. Donc, moi, je suis en lien avec eux autres pour les amener vers les bons outils, les bonnes ressources pour pouvoir obtenir les autorisations qu'ils pourraient avoir besoin. Exemple, si j'ai vu beaucoup de chasseurs d'images, on va appeler ça comme ça, dans le niveau paranormal. J'ai vu des gens qui ont été filmés dans les lieux extérieurs, comme, mettons, les cimetières, à essayer de capter des entités ou quoi que ce soit. Dans un lieu extérieur comme ça, est-ce que c'est aussi régi à ça? C'est la même chose, c'est que le cimetière appartient à une corporation, la corporation des cimetières. Un exemple, à Québec, il y a le cimetière Saint-Charles, qu'eux autres sont propriétaires du terrain. Et en plus, les pierres tombales appartiennent à chacune des familles. OK. Donc, le nom qu'on voit sur les pierres tombales ne devrait pas être divulgué à part d'avoir l'autorisation de la famille. Oh mon Dieu, c'est large. Fait que plus que tu es en plan large, plus que tu vois de pierres tombales, plus que tu as besoin d'autorisation. Fait que si tu vas dans un cimetière, ça prend premièrement l'autorisation. Il faut que tu sois en lien avec le cimetière, que tu vas leur demander à eux autres, il faut que tu identifies les pierres tombales que tu vas leur prendre d'avance. Eux vont contacter la succession. Et si la succession veut le bien, puis ça, c'est confidentiel, la succession, c'est pas quelque chose qui est accessible. C'est eux qui savent qui est la succession. Ils vont contacter la succession, ils vont dire, regardez, on a un tournage qui vient, ils vont prendre l'image de votre pierre tombale, est-ce que vous acceptez? Ils vont leur remettre le document que vous avez avoir préparé d'avance, le document d'autorisation de tournage, de droit à l'image, et la personne est dans son droit de refuser ou d'accepter, ou de changer les conditions.
OK. C'est un exemple, il dit, ben garde, moi, j'accepte, mais à condition que vous me donnez 5 000 $, il est dans son droit, parce que la pierre tombale appartient, l'image de la pierre tombale appartient à la succession. Donc, c'est beaucoup plus vaste, c'est beaucoup plus... je pensais pas qu'il y avait jusqu'à ce point-là de la réglementation. C'est parce qu'il y a tellement de vidéos qui circulent sur des pages de groupes en paranormal qui font justement un paquet de tournages. Donc, ce serait comme un avis à... Faites attention pour ne pas avoir des problèmes à quelque part si vous n'avez pas signé avec... Ben, c'est une question de problème, puis pour moi, c'est une question de simple respect aussi. C'est que tu te demandes la permission gentiment. Moi, je dirais que dans 99% des demandes que je fais, que j'ai faites et que je fais en accompagnement, 90% des demandes qu'on fait, c'est que moi, je me mets aussi à la place de la personne qui va autoriser, la personne qui reçoit la demande. Okay. Je me mets à sa place, je me dis, par exemple, mon père est mort et quelqu'un veut filmer sa pierre tombale. Je me mets à cette place-là. Je me dis, est-ce que j'accepterais pour des histoires de visionnement de paranormal? Est-ce que j'accepterais ou pas? Fait que je me mets à leur place aussi. OK, parce que... Donc, on adapte, je pourrais dire, la formulation de la demande pour la rendre intéressante, tout en restant valide ou véridique aussi, mais il faut quand même adapter la demande pour dire, bon, on dit la vérité, le tournage, ça va être ça. Et c'est là que ça va être diffusé. Fait que dans le contrat, normalement, ce que je suggère, recommande fortement, c'est de dire où ça va être diffusé, comment ça va être diffusé, puis qu'est-ce qu'on va faire avec l'image de la pierre tombale qu'on voit. Bien, sinon, les gens qui l'ont fait sans faire de demande, parce que je savais même pas qu'il fallait une autorisation pour aller même dans un cimetière pour tourner. Mais si les pierres sont brouillées dans leurs vidéos... et qu'on ne mentionne pas vraiment où c'est? Là, on tombe dans la limite. Dans la limite que le droit à l'image dit, c'est que si on peut reconnaître, l'image appartient quand même si c'est brouillé, si on reconnaît. C'est un exemple, tu es en plan large et qu'on voit plusieurs pierres tombales et que facilement, moi, je peux retrouver, comme grand public, je peux retrouver la pierre tombale facilement cause de l'image qu'on y voit. Autrement dit, il faut que tu te mettes dans ce cas-là à la place du public. Si le public peut facilement identifier l'endroit, donc, c'est le droit à l'image qui prévaut. C'est la personne qui est propriétaire, autrement dit, la succession qui est propriétaire de la pierre tombale. Eux autres peuvent éventuellement te poursuivre. On parle encore là de possibilité. C'est une possibilité. C'est pas automatique non plus. C'est pas parce que tu as filmé quelque chose. C'est pas parce que tu as fait filmer, un exemple, une pierre tombale, c'est pas parce que tu les mets en ondes que nécessairement que la succession va le savoir. Mais moi, je prévois, je suggère, je recommande très fortement de faire des demandes avant. Parce que c'est pas... On tombe pas dans l'information. Ça, c'est une autre chose qui est dans le droit à l'image. Les nouvelles. Quand on parle de bulletin de nouvelles, quand que... Par exemple, il y a une personne qui a fait un meurtre, ils peuvent aller devant la maison de la personne parce que c'est de l'information. Okay. Même s'ils ont identifié la maison. C'est à l'extérieur. Même si c'est à l'extérieur. Dans ce cas-là, c'est que la caméra va être dans la rue, qui est du domaine public. À partir de la rue, ils vont filmer la maison, ils ont le droit parce que là, on tombe dans l'information publique. Okay. Tandis que si quelqu'un, par exemple, toi, que tu pars, tu t'en vas dans un cimetière, c'est que tu vas l'avoir programmé, tu vas l'avoir organisé, tu vas t'organiser pour aller tourner là et tu veux avoir cette pierre tombale précise-là pour X raison, tu dois demander avant à la succession si tu as le droit. Je le demande toujours de le faire aussi avant. Parce que c'est plus facile de demander la permission avant, mets-toi aussi dans la peau de la personne qui va recevoir la demande. La personne qui reçoit la demande dit, c'est un exemple, un producteur qui arrive et dit, j'ai filmé dans le cimetière, puis on voit votre pierre tombale, je peux-tu l'utiliser? Moi, je serais porté à dire, tu avais justement demandé avant. Si la personne demande avant, quelques mois d'avance, regardez, nous autres, on est organisés, on est structurés. Ou si le producteur fait affaire avec un bureau de cinéma. Encore là, ça augmente le sérieux de l'affaire. Fait que moi, c'est sûr que je ne vais pas aider n'importe qui, entre guillemets. Je ne vais pas aider des gens qui vont faire du grabuge ou faire des tournages illégaux. Je ne vais pas les encourager. Fait que si un producteur vient chez moi et demande une aide au tournage, une aide à la préparation, une aide aux autorisations, mais je vais me renseigner sur cette personne si je ne le connais pas d'avance. Savoir s'ils font des tournages qui ont de l'allure. Je vais demander à voir qu'est-ce que ça a de l'air leur chose. Puis si ça a l'air de quelque chose qui n'a pas de sens, je vais leur dire, regardez, je préfère ne pas être associé à votre image. Est-ce que ça coûte quelque chose faire ça? Faire quoi? Aller te demander, mettons qu'on va en quelque part. Non.
Il existe à peu près 1000 bureaux de cinéma dans le monde. OK. Puis, à ma connaissance, il n'y en a pas un qui charge quelque chose. OK. Fait que si un bureau de cinéma-télévision quelque part dans votre région, tu recommandes fortement de vous s'adresser à quelqu'un qui fait ça, justement, pour ne pas avoir de problème. Un bureau de cinéma. Même si c'est pour diffuser sur YouTube ou sur une page Facebook d'un groupe quelconque, c'est plus... Même si le groupe est privé, même si c'est juste les gens qui ont accès, c'est considéré comme du, entre guillemets, du broadcast en anglais qu'on entend. C'est considéré comme une diffusion. OK. Parce que maintenant, Facebook, c'est calculé comme un média. C'est calculé comme un média. OK. Justement, on est d'ailleurs pour la toute première fois, en ondes, diffusé directement avec ma page Facebook de Zone Parallèle pour ceux qui veulent nous voir en direct, le studio. Vous me voyez de dos, mais c'est pas grave. Vous manquez pas grand-chose de toute façon. C'est nos invités que je veux qu'on voit en ondes. En tout cas, si on peut être membre du BCTCA, comment est-ce qu'on fait? C'est ça. Les services sont gratuits. Puis ça, j'insiste à le dire là-dessus, que les services sont gratuits parce que nous aussi, notre mandat, c'est de faire les statistiques pour la région. On veut compter comment il y a de tournage. Tout ça de tournage, à part, comme j'ai dit tantôt, les nouvelles, qui est vraiment un autre domaine, mais tout ce qui est tournage de court-métrage, de publicité, de documentaire, puis tourner du paranormal, pour moi, ça rentre dans le documentaire. Les services sont gratuits, mais on peut être membre aussi. Quand on est membre chez nous, c'est que c'est un membre, un vote, c'est un 20 $ par année. Et ce que ça fait, c'est que vous êtes dans notre répertoire. Et puis c'est pas dispendieux, là, 20 $, là, 20 $. En étant dans notre répertoire, c'est que nous, je dis à la blague qu'on est je vais faire une pub, on est le Tinder du cinéma. Pour résumer un peu vite, là, c'est que d'un côté, on est des producteurs qui ont les producteurs et leurs équipes et leurs départements qui ont des demandes et des exigences précises. Et de l'autre côté, j'ai les ressources. Moi, je tente les deux. Moi, je suis le Tinder. Moi, je vais mettre en lien les gens. Mais c'est ça qui ça aide. Le producteur va avoir un lieu de tournage, une autorisation. Je vais le diriger vers la bonne personne, vers les bons services. C'est toi qui fais toutes les recherches, dans le fond. J'ai déjà, en montant le membership, comme ça, je vais avoir, plus qu'il y avoir de gens de membres chez nous, plus que notre banque va être grosse, plus que ça va être facile, puis plus qu'on va devenir important pour la région aussi. Tu vas avoir une bonne idée à savoir où diriger, justement, les cas. Je trouve ça fort, fort intéressant. Où est-ce qu'on peut voir ça, le BCTCA? BCTCA, c'est l'acronyme du Bureau Cinéma Télévision Chaudière-Appalaches. Fait que si vous googlez bureau ou film Chaudière-Appalaches, vous allez avoir des résultats soit par le bureau du tourisme de Chaudière-Appalaches ou directement sur notre page Facebook. Ou sinon, bctca.ca. En allant là-dessus, ça tombe directement sur notre page Facebook en attendant qu'on ait notre site Internet. OK. Fait que la page est publique. Je publie beaucoup ce qui se passe dans notre région, mais aussi à l'international. Quand un exemple Cannes présentement, mais pour moi, c'était une nouvelle du milieu du cinéma que je partage. Et les autres bureaux de cinéma aussi au Québec, comme le bureau des Laurentides, qui est un bureau régional comme nous, quand eux autres ont des bonnes nouvelles, je les partage parce qu'on n'est pas en compétition avec eux autres, on est en complémentarité. OK. Je trouve ça fort intéressant. Fait que ça va être un avis à garder précieusement parce que je trouve que c'est quelque chose que la plupart des investigateurs dans le milieu du paranormal ne connaissent pas. Parce que moi, quand tu m'as appris ça, je ne le savais pas. On le faisait, nous, pour notre documentaire, notre projet de documentaire, mais je savais pas que sur YouTube, Facebook ou des pages de groupe quelconque en paranormal devaient se prémunir de ça. Simplement se mettre à la place de la personne qui était tournée ou le propriétaire de l'endroit ou de la chose que tu as tournée. Il faut juste se mettre à la place de cette personne-là et se dire, est-ce que moi, je voudrais être associé à ça ou pas? OK. Peu importe ce que c'est, là, je parle de paranormal, mais je parle de n'importe quoi. Là. Je parle de n'importe quel film ou documentaire qui pourrait être tourné ou publicité. OK. C'est un exemple, une chaîne de restauration que j'aimerais pas, qui voudrait avoir mon image, je peux refuser. OK, c'est bon. Je pense que c'est un bon exemple de dire là-dessus. C'est un exemple d'un végétarien qui voit, qui veut être pris en vidéo alors que c'est un documentaire sur de l'abattage d'animaux, il ne voudra pas être associé. C'est un peu la même chose. C'est un choix personnel. Je comprends. C'est ce que je veux dire. Là. Le droit à l'image est un choix personnel que la personne peut décider ce qu'il fait avec son image ou pas. L'image de sa personne, mais l'image de cette propriété aussi. OK. Je comprends tellement ça, là. Mais ça va être tout. Je vais être obligée de passer à la pause. Mais je te remercie énormément, Daniel Ferland, parce que tu viens de répondre à bien des questions pour bien des auditeurs qui, justement, sont des chasseurs d'images dans les lieux
soit public ou bien public, on s'entend, là. Si c'est extérieur, comme tu dis, dans la rue, tout ça. Il y a des choses que je ne savais même pas moi-même, puis tu vas nous éclairer, pas à peu près. Je suis bien contente de t'avoir eu en studio aujourd'hui. Je te remercie beaucoup. Puis on va sûrement te réentendre parce que là, on commence à te voir de plus en plus, un peu partout. Je te lâche pas. Je suis derrière toi. Je suis membre et j'en suis fière, une fière membre du BCTCA. Et ceux qui veulent être membres, justement, allez voir sur la page Facebook. Vous pouvez aller communiquer, faire une demande. Vous allez voir des petits carrés, je pense, sur la page Facebook pour ceux qui veulent devenir membres. Oui, il y a la boutique. Parfait. Boutique en ligne. OK. À la gauche, je pense, de la page, on voit boutique. C'est là qu'on voit pour ceux qui veulent devenir membres. Fait que on mettra le lien après l'émission sur la page de Zone Parallèle pour ceux qui veulent devenir membres et s'informer. Merci beaucoup, Daniel. On va à la pause. On revient dans quelques minutes. J'aimerais vous rappeler que tout ce qui est dit ici, soit par mes invités ou moi-même, sont des théories, nos théories à nous, nos vécus, nos propres expériences ou notre façon de voir les choses. Mais nous ne vous imposons pas d'y croire, assurément. Je voulais juste être sûre que vous comprenez mon concept. On a aussi en studio, on a Ray Blais, Josie Lévesque d'OVNI PQ et on est en ligne aussi avec Raymond Choquette, avec qui je vais commencer d'ailleurs. Bonjour Raymond. Hey, bonjour Carole. Ça va bien? Ça va très bien. Bon, parle-moi de toi un petit peu, mon cher Raymond. Qui je suis en fin de compte? Oui, tu es ufologue, tu as des expertises en conspiration. OVNI, base souterraine, mais qu'est-ce qui t'a emmené dans ce domaine-là? OK. Ça a commencé en fin de compte. Écoutez, j'avais à peu près, 9 ans. À l'âge de 9 ans, bon, je m'intéressais un peu aux phénomènes paranormaux en général. On parle de fantômes et ovnis, tout ça. Mais plus précisément, à l'âge de 9 ans, j'étais dans les scouts. Et puis, à un moment donné, écoutez, on a été dans un camp de scouts qui était situé à Maturity. On parle en 78. OK. J'avais 9 ans. Ça fait longtemps? Un soir, pardon? Ça fait longtemps. Oui, ça fait longtemps. Je te taquine. Oui, c'est correct. Écoutez, c'est ça. On était dans un camp de scouts. Il y avait beaucoup de monde. Il y avait beaucoup de jeunes, en fin de compte. On était peut-être, je sais pas, peut-être une centaine au moins de différentes régions au Québec. Bref, il y a un soir, notre chef scout il a décidé de nous amener en pleine forêt. OK. Et puis, on couchait dans des tentes. Moi, vu que j'étais comme, on va dire, le plus vieux un peu de la gang, là, j'étais avec un éclaireur, puis on couchait dans une tente. On était, je pense, 3 jeunes, si je me rappelle bien, par tente. OK. Fait qu'à un moment donné, pour nous faire une suite assez rapide, durant la soirée, on avait du plaisir. Fait que là, je dis aux autres, écoutez, je vais sortir de la tente, je vais me trouver un arbre, je vais aller faire mon petit pipi, je vais être bien content. On n'était pas tout seul à le faire. Fait qu'on sort de la tente, je sors de la tente plutôt. Là, je commence à marcher, puis, comment je pourrais dire ça? Je me sentais pas à l'aise, mais vraiment pas. La peur, c'était le soir? Oui, c'était le soir. OK. Je marchais dans la forêt, le camp de scouts principal avec toutes les cabines où on couchait, où on dormait, il était à peu près peut-être à pas tout à fait 1 kilomètre. C'est ça que j'avais attendu. OK. Moi, j'étais jeune dans ce temps-là, fait que les distances, c'était pas évident, là. Fait comment, en tout cas, là, je marchais dans le bois, puis là, je regardais un peu autour, puis j'étais vraiment pas à l'aise dans le sens de, tu sais, quand tu te sens observé. OK. T'entends marcher. Là, je me disais, bon, c'est peut-être un autre jeune qui fait la même chose que moi. Fait que ça reste comme ça. Fait là, je commence à m'installer. T'sais. Puis là, c'est là que je le vois. C'est là que je vois un être. Tu vois quoi? Décris-moi ce que tu vois, parce que moi, je suis pas là. Ben non, je le sais. Ben non, c'est ça, je te vois de dos. Non, je vais me tourner juste pour toi. Mais non, mais je suis pas là. T'as 9 ans. Moi, j'essaie de imaginer ce que tu me décris parce que, en fait, l'auditeur à radio, j'aimerais que tu décrives ce que tu vois au moment présent ou ce que tu me dis que tu as vu quelque chose. Tu comprends? Oui, parfait.
Écoute, c'est ça, je suis dans un bois. L'être est à peu près à... il est très proche, quinzaine de pieds de moi. Il est en face de moi. Oh, c'est proche, ça. Il mesure 5 pieds, pas tout à fait. Il était habillé, c'était dur à dire. Moi, la façon dont je l'ai vu, j'ai vu comme juste à partir du torse, OK? Du torse, la tête, il était nu. La couleur peau, un gris pâle, pas un gris foncé, une espèce de gris pâle, si on veut. OK. Puis, il y avait des grands yeux, une tête ronde, évidemment. Pas de cheveux, rien, là. Il y avait 4 doigts. Ça, j'ai bien remarqué. Il y avait 4 doigts. Et puis, j'ai essayé de parler. Ça n'a pas fonctionné. À partir de ce moment-là, de sa main gauche, il a pris une espèce de... Moi, aujourd'hui, je trouve que ça ressemble à une espèce de bâton d'Atlante. Ça veut dire une espèce de bâton d'énergie avec des pierres dessus, là. Okay. Bon, que les gens vont se servir pour X raisons. Bon, bref. Fait il a pris un bâton, ça mesurait à peu près, peut-être à peu près 10 pouces de long. Il me l'a pointé vers moi, j'ai vu une lumière bleue. Qui partait de ce bâton-là? Oui, il y a une lumière bleue qui est partie de ce bâton-là. OK. C'est dirigé vers moi. Et là, j'ai comme tombé sans connaissance pendant pas tout à fait 1 heure. OK. Là, à partir de là, c'est un missing time qu'on appelle. Je me rappelle de rien. Quand je me suis réveillé, là, j'avais beaucoup de monde autour de moi. C'est-à-dire beaucoup de monde humain ou pas humain? Non, c'était humain. OK. Fait que là, j'avais évidemment mon chef scout, j'avais des éclaireurs, j'avais les scouts, les autres jeunes scouts qui campaient avec moi, puis il y avait d'autres scouts que je connaissais pas. Et surtout, il y avait... combien qui étaient eux autres? Il y avait des soldats qui étaient là. Il y avait peut-être une dizaine de soldats qui étaient autour de moi. Et un qui était gradé. Je me rappelle pas de son grade. Puis il me regarde et il me dit, « Mon garçon, l'avion en feu qui a tombé dans la forêt, c'est où ça? » Je fais un petit sourire, un peu comme aujourd'hui. Puis là, je dis, « C'est pas un avion en feu qui a tombé, là. » C'est pas... Ah oui, c'est vrai, le détail, je vous dis quelque chose de très important. Quand j'ai vu l'être dans la forêt, okay. Et en arrière de l'être, il y avait le vaisseau, en fin de compte. Il y avait un vaisseau en forme de... Ça ressemblait à une forme de comment je sais pas, c'est comme un chapeau, en fin de compte, avec l'espèce de dôme sur le dessus, là. Okay. Ça ressemblait vraiment à ça, mais il y avait beaucoup de lumière autour du vaisseau. J'avais de la misère vraiment à discerner vraiment les détails de l'engin. Une forme de cloche. C'est un engin en forme de cloche, si on veut. Oui, c'est ça. Ça a été vu, ça. Ça ressemble un peu à une soucoupe, mais pas ronde comme les fameuses soucoupes volantes qu'on voit. Là. OK, c'est pas une soucoupe. C'est une cloche. La grosseur, je vous dirais à peu près peut-être comme... c'est assez gros quand même. J'essaie d'avoir un avion qui pourrait être semblable à ça. Peut-être comme un style... un petit jet privé, peut-être, quelque chose comme ça. Là. Les petits jets qu'on voit, là, bon, c'est assez gros quand même. Et puis, bon, c'est ça, il y avait beaucoup de lumière autour. Fait que, c'est sûr que ça n'a pas duré. Je me suis pas attardé au vaisseau. J'ai regardé vraiment l'être qui était en face de moi, qui me parlait pas. Qui avait aucune expression non plus. Là, puis, j'ai pas senti de lui qui était méchant ou quoi que ce soit, là. Quand je me suis réveillé, ben là, c'est ça. Là, l'armée, bon, c'est ça, je me suis relevé. J'avais pas de marque sur le corps parce qu'évidemment, l'armée m'ont comme examiné, on peut dire ça comme ça, sur place. Fait que j'avais pas de marque. Fait que là, ça a été très rapide à partir de ce moment-là. Je me suis levé. On a marché. On a vu des traces de pas sur le sol qui correspondaient à l'être. Oh, il y avait des traces au sol. Oui, parce que l'être avait marché. Parce que d'après moi, il a dû soit me ramener. J'ai pas ce détail-là. Parce que comme tu as dit, le missing time, le temps perdu, il y a quelque chose que tu ne te souviens pas, là. Non, c'est ça. Tu t'es peut-être fait fou. Ils ont été très discrets dans leur réponse quand on leur posait des questions et tout ça, là. Mais en tout cas, on s'est levé, je me suis relevé, l'armée a marché à côté de moi. J'étais tout seul avec les soldats, en fin de compte. Et puis là, on a marché vers... Il y avait une espèce comme de clairière, en fin de compte, où ce que l'engin était posé.
que j'avais pas vu auparavant parce qu'il y avait tellement de lumière qui se dégageait de cet appareil-là. Je ne voyais pas autour. Je pensais pas qu'il y avait une clairière là, en fin de compte. Fait que oui. t'as pas aucun souvenir de ce qui s'est passé. Fait que tu t'es peut-être fait fouiller dedans, puis tu le sais pas, dans le fond. Je ne sais pas. Mais c'est ça, il y a peut-être... mon Dieu, t'as pas de traces sur ton petit body de 9 ans? Non, j'ai absolument rien. Ben, pas cette fois-là. Pas cette fois-là. OK. Je me suis fait enlever une deuxième fois, mais ça va être plus tard là, que je vais le raconter. OK. Pour Chelsea, pour le Canticoute, mais c'est ça. J'ai mis les soldats jusqu'à la clairière. Là, on a vu des traces de pas. J'ai pas vu des traces de pas. Les miennes n'étaient pas là, évidemment. Okay. On a vu plusieurs traces de pas qui n'étaient pas humaines, on s'entend, là. La semelle était une semelle qui est très petite, OK? Le talon, il était... Moi, je pourrais dire ça. Il était comme plus enfoncé que le reste. Que le restant de la semelle, en fin de compte, mais très enfoncé d'à peu près, peut-être, je sais pas, un demi-pouce plus profond, comme s'il marchait du talon. OK. Mais la semelle était... Comment je pourrais dire ça? Était comme courbée vers la droite. Les deux pieds étaient comme ça. Là, je regardais ça, je me disais, ça me faisait penser pas à un canard, évidemment, mais je trouve ça bien spécial. Puis, une semelle comme ça, là, la seule fois que j'ai vu une photo, c'était... je me rappelle. Donc, c'est dans l'Ouest canadien, en tout cas, ça va me revenir. Il y a eu un cas comme ça avec une semelle identique. Bref, après ça, l'armée, écoute, ils ont resté avec nous autres là pendant une semaine de temps au camp. OK. À poser des questions à tout le monde. Avec moi, ils ne me lâchaient pas. Mais toi, oui. Est-ce que tu étais le seul ou il y avait d'autres personnes qui ont vu ce que tu as vu au même moment? J'ai pas cette information-là, je ne le sais pas. OK. Moi, c'est ça, je demandais à d'autres personnes si vous l'avez vu, tout ça, puis les deux, les autres jeunes qui étaient dans la tente, ils disent, écoute, on a vu une lumière. Mais c'est tout. On avait bien trop la chienne, on ne voulait pas sortir de la tente. Hein. OK. Toi, t'étais l'épicier d'attitude, là. Il n'y a pas eu t'as pas eu d'autres personnes qui ont eu un même envie en même temps. Fait que donc, t'es le seul témoin, mais eux ont vu la luminosité au-dessus de la tente, c'est ça? Oui, bien, les autres, Okay. En fin de compte, la tente était orientée vers le vaisseau. OK. OK? Fait qu'ils voyaient une lumière. Ben, ils ne voulaient pas sortir. Ben, Non, ils avaient bien trop peur, ça. Ouais. Moi, au contraire, il me disait, écoute, il dit, Raymond, il dit, comment ils m'ont fait rire. Il dit, écoute, il dit, t'es tellement curieux. Puis, il dit, si t'aurais pas vu l'aide, puis t'arrêtais avec nous autres d'entendre, t'aurais vu juste le mieux, t'aurais sorti. Je dis, ben oui, c'est sûr. Aujourd'hui, ça n'a pas changé. Mais c'est tellement curieux. Non, c'est vrai que tu es curieux pas mal. Tu fouilles à des places où peut-être tu devrais peut-être même pas. En tout cas, moi, je le ferais pas, là. Je pense que monsieur Ferrand, je prononce bien son nom de famille, c'est un petit peu fâché parce que j'ai été dans des places que je n'ai pas d'affaires, ça c'est sûr. Oui, Daniel. Ben oui, justement, non, mais je pense que tu fouilles où ce que tu devrais pas, où ce qu'il n'y a pas humain qui devrait y aller, parce que si tu fais des fouilles dans des zones souterraines ou qui appartiennent à l'armée ou des choses comme ça, je te trouve brave pas mal. Oui, attends un peu, mais là, je vais juste faire une petite parenthèse. Quand je fais des fouilles, OK, je fais des fouilles depuis 93. OK. Je ne vais pas sur une base militaire. Je ne saute pas la clôture pour entrer sur une base militaire où je vais rentrer, disons, dans un aéroport. OK. Les portes d'entrée pour descendre dans ces places-là, c'est souvent dans des lieux publics où ça va être, oui, proche d'une base militaire. Mais je suis toujours dans un lieu public quand je le fais. Ah, OK. Ça, c'est une chose, parce que je veux dire, bon, c'est pas la première fois que je fais des entrevues radio. Fait que aussi, il y a un côté qu'on doit se protéger là-dedans. Là. OK. Je ne rentre pas dans des bases souterraines. Comme à Mirabel, oui, j'ai déjà été en bas. Il y a plusieurs niveaux à Mirabel, mais ça, on va en reparler. Je ne veux pas sauter du coq à l'âme. OK. Fait que pour QC, l'histoire est comme pas mal terminée. Après ça, l'armée a comme parti, si on veut. Oh oui, c'est vrai. Quand l'armée était là, il y avait des chiens qui étaient là sur place. Des chipsters? Des chipsters, des bergerements qui, écoute, ils ont fouillé partout. Il y avait des hélicoptères de l'armée qui se promenaient, des hélicoptères noirs, qui n'avaient pas de numéro d'identification. Ça, je m'en souviens très bien. OK. Ça restait comme ça. Après ça, on va passer à d'autres choses. Bien, de toute façon, je suis pas sûr que c'est un avion. Si tu me dis qu'il y a une grande affaire de 5 pieds avec 4 doigts puis des pattes en forme de canard,
pas sûr que ça soit d'intérêt, tu sais, que ça soit humain, donc, en partant, là. OK, je comprends. Je comprends pas mal, mais je me demande comment est-ce qu'ils ont fait, eux, pour voir, à moins que ça soit été vu sur les radars ou quelqu'un d'autre aurait été témoin en même temps que toi. Petit être de 9 ans, là. Ça, je l'ai eu après cette information-là. Pour les radars, ça, je l'ai eu après. Là, j'ai des contacts pour les tours d'aéroport, là. OK. Ça, quand j'ai remonté, en fin de compte, avec certains contacts que j'ai militaires, j'ai remonté, je dis bon, ça s'est passé en juillet 78, en fin de compte. Bon, là, j'ai dit l'emplacement exact. Ou à Chersey, le camp de scouts qui existe encore aujourd'hui, je crois bien. Bon, bref. J'ai donné tous ces détails-là. Fait que là, ils m'ont dit, oui, ça a été détecté au radar, et oui, ils ont envoyé un escadron, comment qu'ils m'ont dit ça, le terme exact, là, c'est comme un escadron radar, si on veut, là, qui, eux autres, ils vont se déplacer quand il y a des crashs, soit de satellites ou autres. Bon. Fait que, dans un sens, ça se tient. Mais j'ai pas plus de détails que ça, parce que c'est ultra confidentiel ce qui s'est passé. Et puis, ça, on peut pas trouver ça dans les archives, rien de ça, là. Oui, c'est clair. Ça, il s'est passé d'autres choses. Ils sont venus me chercher une deuxième fois. J'ai eu un autre enlèvement. Qu'est-ce qu'on appelle une rencontre du quatrième type, en fin de compte. Je l'ai eu assez tôt dans ma vie. Là. Il y a des gens qui vont avoir des rencontres du premier type. Ça veut dire que tu vas avoir un objet dans le ciel. C'est très haut, tu vois à peu près la forme, c'est le fun, ça fait du bruit ou pas. Tu sais. Mais moi, j'ai tombé dans le quatrième type d'une shot, d'un coup. Puis j'ai eu, un an après, j'ai eu une autre rencontre en plus, qui s'est faite chez mon oncle. Chez ton oncle? Chez mon oncle, qui reste, en fin de compte. Je ne vais pas dire l'emplacement, parce que là, mon oncle est très touché pour ça. Là. Okay. Et puis, il s'est passé beaucoup de choses là-bas, là, dans ce coin-là. On va dire que c'est proche de Saint-Hyacinthe. OK, c'est ça, dans le secteur de Saint-Hyacinthe. OK, c'est le secteur de Saint-Hyacinthe. Il y a eu, puis encore, en 2018, je vais faire une parenthèse là-dessus, il y a beaucoup de rencontres du 6e type. Du 6e type, c'est quoi? Là, on parle de mutilation d'animaux ou mutilation de bétail. OK. Ça, c'est une chose. Dans ce secteur-là, tu parles, là? Oui, entre Saint-Hyacinthe et Drummondville. OK. Oh. Il y a 2 places au Québec qui a des mutilations d'animaux. C'est dans ce coin-là. Et l'autre, c'est, Saint-Raymond de Portneuf. Oui, effectivement. J'en ai entendu parler aussi. J'ai des cas de... Oui, c'est vrai. Continue, oui. OK. Ça, je vais en parler peut-être dans une autre occasion parce que ça va être très long si je commence à embarquer là-dedans. Mm-hmm. OK. Si je continue avec ma petite histoire de Raymond, un an après, Raymond, il se fait enlever pour une deuxième fois. Bon, OK. Garde bien ça. Ce qu'on va faire, on va aller à la pause. Et Raymond Blais, ici en studio, et Josie, s'ils ont des questions à te poser après la pause en même temps, parce qu'après ça, on va parler de eux. Mais s'ils veulent intervenir durant ce que tu as à dire, seront le bienvenu de le faire. Fait qu'on va aller à la pause. Retiens où ce que tu es rendu. On revient dans quelques secondes. Merci beaucoup. Mon cher Raymond, tu vas te faire chicaner parce que là, Daniel, il a écouté ce que tu as dit tantôt, puis il y a des choses... si tu fais encore, tu dis encore quelque chose à propos des sites que tu vas te faire interrompre. Tu disais quoi, Raymond, en passant? Tu t'es rendu à ta deuxième expérience. T'es-tu encore là? Oui, je suis encore là. Je pensais que tu t'étais fait enlever, là. Oh, ça aurait été le bout. Je regardais pendant la pause, c'est pour ça, là. OK. Qu'est-ce que je disais? Ben oui, c'est sûr que Daniel va me chicaner, mais c'est pas grave. Jamais je vais arrêter qu'est-ce que je fais. Qu'est-ce qui est spécial? La deuxième rencontre. OK? La deuxième enlèvement, en fin de compte, une rencontre du 4e type. Ça s'est passé encore une fois un mois de juillet. Un an après, on parle en 79. À Saint-Hyacinthe. Je m'en allais dire le nom du village en plus. À Saint-Hyacinthe, c'est pas à Saint-Hyacinthe, mais c'est pas loin de là. OK.
Mon oncle avait une ferme, il y avait plusieurs vaches, bon, plusieurs animaux de ferme. Et un soir, il était peut-être 11h, 11h30. Je venais juste de m'endormir, puis je me suis réveillé. Avec moi dans la chambre, il y avait mon cousin qui dormait plus ou moins. Puis là, il me regarde, puis il dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, tu t'es levé comme carrément dans le lit. Je dis, oui. Je dis, je viens d'entendre une voix dans ma tête. Il me regarde et dit, voyons donc. Je te jure. En même temps... Attends, ton cousin ou toi qui a entendu une voix dans sa tête, là? Non, c'est moi qui ai entendu une voix dans ma tête. C'est bon, OK. En fin de compte, ça me disait, lève-toi, puis viens nous rejoindre à l'extérieur. Là, je regarde à l'extérieur, il y avait une très grosse lumière qui était sur le rang, en fin de compte. C'est un rang qui était pas asphalté là, dans ce temps-là. C'est un rang en roche, en tout cas. Bref. Puis écoute, c'était gros comme à peu près un petit camion, on va dire ça comme ça, un petit cube à peu près. OK. Là, ça me dit encore, viens nous rejoindre. Mais c'était une voix normale. Fait que là, je me suis levé. Puis là, mon cousin, il aurait pu me retenir, puis dire non, vas-y pas, c'est dangereux, puis il voyait la lumière lui aussi. Puis là, je la regardais, puis il y avait de l'air comme, je sais pas comment dire, comme somnambule, tu sais, là, comme un drôle de visage, comme éteint ou quelque chose comme ça, aucune réaction. Puis je me lève, je mets mes pantoufles, et au moins ça que j'ai fait, j'ai sorti. Mon oncle, qui était couché, il était couché, sur la longueur, dans le sofa, puis il me regarde, puis il dit, tu t'en vas? Là, je le regarde, il n'est pas normal, lui, ça, c'est sûr. T'sais, il aurait pu dire, écoute, aussi, tu t'en vas comme ça, ou tu vas te coucher, je sais pas quoi. Je dis, oui, moi, je m'en vais dehors. Il dit, c'est correct. Là, je me dis qu'il n'est pas bien. Hein. Je n'ai pas dit à haute voix, ça, c'est sûr, parce que je pense que j'aurais peut-être mangé une taloche. Mais il n'y avait aucune réaction. J'ai sorti à l'extérieur, j'ai été rejoindre la lumière, et à partir de là, pouf, blackout. Encore une fois, ça a duré 20 minutes. Ça c'est le temps que tu n'as pas eu de missing time dans ce... Oui. Parce que là, quand je me suis réveillé sur le bord du chemin, je retournais dans la maison. Mon oncle était encore comme vraiment knock-out, somnambule bizarre, qui me regarde, puis il n'a pas rien dit. Il y a juste mon cousin qui me dit, t'es parti 20 minutes à l'extérieur, il dit, qu'est-ce que t'as fait? Je ne sais pas. J'ai été voir la lumière, oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Je me suis pas vu monter dans le vaisseau, mais j'étais très proche. Je veux dire, je pouvais le toucher, là. À ce point-là? Oui. Mais... Oui. Je sais que ça a l'air vraisemblable, mais le lendemain, mon oncle avait dit, bon, t'as repris tous ses esprits, j'ai compté ça, puis évidemment, écoute, mon oncle est très terre à terre, c'est correct aussi. T'sais. Puis on était voir la trace. Puis là, il dit, il m'appelle, en tout cas, il m'appelle Raymond, puis là, il dit, écoute, il dit, parce que j'ai un surnom là-bas, puis je ne vais pas dire mon surnom, là, mais bon, j'ai un surnom là-bas, puis là, il dit, écoute, Raymond, il dit, tu dois avoir raison, parce qu'écoute, il dit, il y a une trace brûlée sur le chemin, puis là, il dit, il y a d'autres choses qu'on a découvertes. Puis là, j'ai dit, quoi? Puis là, il dit, viens, au début, t'es pas sûr. T'sais. OK. La trace était brûlée, la garnotte, en fin de compte, le rang, tu sais. La roche était venue blanche à l'emplacement du vaisseau, en fin de compte. La roche était comme blanche. OK. Les petites roches, tu veux, là, quand tu les prenais dans ta main, ça se... Comment je peux dire? Ça se dégrégeait, ça se désintégrait. Tu sais, là, mon oncle dit, Christ, ça prend une méchante grosse chaleur pour faire ça. Oui, mais le problème, ça aurait vu une noire, ça serait pas blanc. Puis la clôture de chaque côté du rang, c'est des clôtures électriques, tu sais, pour les vaches, là, Bon. La clôture, le plus proche, si tu veux, où ce que l'OVNI avait atterri, la clôture, elle a complètement fondu. Voyons donc. La clôture, là, puis là, mon oncle dit, fais attention, tu vas pogner un choc électrique. Puis là, je dis, ben non, il n'y a rien. Ça s'enlevait, là, comme du... ça avait l'air comme un filament, oui, là, mais ça s'enlevait. Ça s'émiettait, tu sais. Puis les vaches, d'habitude, ils vont vraiment sur le bord du chemin, tu sais, pour aller chercher... Il y a des fines herbes qui poussent là. Bon, bref, il aime ça aller là. Il n'y a pas une mot de vache qui a été sur le bord où ce que l'OVNI a atterri là, pendant presque 1 an. Il n'y a pas une vache qui allait là. Pas une. Mais tu me dis que tu ne m'as pas décrit, hein, l'engin que tu as vu.
chez ton oncle. Est-ce que c'est la même chose? Je ne sais pas, j'ai un doute. J'avais moins de détails cette fois-là. Je peux pas te dire si c'était en forme de chapeau. Je voyais comme quelque chose de rond, mais la lumière était tellement forte, c'est une lumière qui est blanche. OK, donc tu ne pouvais pas voir en détail. Non. Puis, dans ma tête, moi, ça me disait, tu sais, viens nous voir, tout ça. Puis je pouvais pas refuser dans un sens. Mais ça s'est passé à quelle heure, ça? Qui était 11h30, à peu près. Le soir? Oui. OK. C'est une fin de semaine, parce que j'allais chez mon oncle la fin de semaine. J'allais travailler là. J'y ai retourné, c'est ça le pire. Tu sais, j'aurais pu dire non, je ne veux pas retourner. Tu sais. Ça s'est passé la fin de semaine, peut-être un vendredi ou un samedi, je ne suis pas sûr. J'allais là les fins de semaine, et puis, je travaillais là. Les journées après, les fins de semaine après, il n'y a pas eu d'autre chose, à part que il y avait des fermiers autour. Les fermiers, bon, sont loin, on va dire ça comme ça. Là. Il y en a qui sont très loin, même, dans le rang. Il y avait des bêtes qui avaient disparu. On trouvait des vaches puis des chevaux qui avaient été mutilés. Fait que là, mon oncle du coup, c'est peut-être des animaux qui ont fait ça. Mais ça, si je reviens à l'observation de l'OVNI, avec les détails que tu as donnés sur la roche blanche, la clôture fondue, est-ce qu'il y a eu des téléphones faits aux autorités pour qu'il y ait une enquête là-dessus? Parce que c'est quand même exceptionnel. Là. Dans ce temps-là, je ne sais pas, je pourrais pas dire. Mon oncle m'a juste dit qu'il avait appelé les autorités, oui, parce que là, il y a eu des vaches qui avaient été mutilées dans son champ, lui, sur son terrain. Fait qu'il avait appelé la SQ dans le temps. J'ai pas eu d'autres informations, puis des fois, je parle avec mon oncle pour essayer de avoir plus d'informations là-dessus, puis il m'en dit pas plus. OK. Il y a eu... Comment je peux te dire ça? On a eu de la visite à un moment donné. C'est-tu des gens de l'armée? C'est-tu des hommes en noir? Ils n'étaient pas bien en noir, ils étaient bien en bleu marin, ces gens-là. Je vais toujours me rappeler de ces deux personnes. Ils étaient bien en bleu marin. Ils sont venus voir mon oncle, puis on jasait avec. Puis moi, j'étais dans ma chambre, que j'avais une chambre temporaire là-bas, puis mon oncle m'avait dit, il reste dans ta chambre. Parce que tu étais en visite. Pas de là. OK. Oui, c'est sévère. Écoute, c'est sévère dans ce temps-là. Tes parents, t'es obéissais, tes oncles aussi. C'est pas comme aujourd'hui. OK. Fait que mon oncle m'a dit, tu bouges pas de là. Puis j'ai l'impression aujourd'hui que mon oncle a dû se faire peut-être, pas menacé, je ne veux pas dire ce mot-là, mais peut-être dire, écoute, il s'est passé quelque chose chez vous, par exemple. Parce qu'après ça, c'était plus le même homme. Il était pas aussi communicatif avec moi qu'il l'était avant face à ce sujet-là. Quand ça se passait chez les autres, là, c'était différent. Mais dans sa cour à lui, sur son... Pas sa cour, mais dans son champ à lui, que ses vaches ont disparu, qu'il manque des... Tu sais, je veux dire, j'ai vu à un moment donné, puis mon oncle voulait pas que je m'approche de ces animaux-là qui avaient été mutilés. Puis il me disait tout le temps, retourne à la maison, retourne dans ta chambre. J'ai vu des choses, mais... C'est pas parce qu'il a peur de toi ou de ce qui peut arriver quand tu es là ou quoi que ce soit, ton oncle, là, si tu dis que, tu sais, peut-être qu'il hésite, parce que en général, la plupart des personnes qui parlent de ces phénomènes-là sont tout de suite jugées en partant, fait que c'est comme, bon, ça y est, il vient de péter une coche, il y a une case qui a brûlé à quelque part, ou je sais pas trop, là. Il n'y a pas pour toi, versus ta famille, quelqu'un qui puisse dire de telles choses ou qui t'évite, ou aussi peut-être parce qu'ils ont peur d'entendre parler de ce phénomène-là. Tu comprends ma question? Oui, c'est sûr que c'est un sujet qui est tabou, même en 2018. Je veux dire, oui, oui. Mon père et mon oncle ne se parlent plus pour différentes raisons, mais ça n'a pas rapport avec ça. OK. Aucunement. Il y a eu un fois pour une autre raison. Dans le village, parce que, bon, j'ai essayé après ces années-là, bon, de retourner dans le village, même quand il y a eu le verglas en 98, ben, je travaillais proche de mon oncle et tout ça. Fait bon, j'ai essayé d'aller le voir encore une fois puis reparler de tout ça. C'est encore le même silence. Puis il me dit, écoute, Raymond, il y a encore les mêmes affaires qui se passent. Des observations d'OVNI, il y en a. Mutilation d'animaux, il y en a. Il y a d'autres choses qui se passent aussi. Puis les gens, dans ce coin-là, sont très
craintif et très peureux aussi face à tout ça, parce que, écoute, il y a des voisins de mon oncle qu'à partir de 9 h le soir, ils ont tous des 12, les armes de chasse, puis ils installent ça à côté de leur lit, là. Ils voient des choses. Ah oui, c'est spécial. Puis, il se passe de quoi, tu sais? Fait il y a eu ça dans ma vie. J'ai été chanceux dans un sens, si on veut. Parce que bon, j'ai vu beaucoup de choses dans ma vie. Après ces trucs-là, ben là, j'ai commencé évidemment à plus me documenter. J'ai acheté des livres de Jimmy Dieu. Je lisais des livres aussi de Frank Edwards, Henri Durand. J'ai commencé avec ça. Donc, c'est tout ça qui t'a fait, qui a fait en sorte que tu t'intéresses au phénomène. Oui, ça m'a allumé carrément. Okay. Là, je me chargeais des questions, je me posais des questions. Puis dans ce temps-là, c'est pas comme aujourd'hui que on a Internet, on a des réponses partout. Les années fin 70, c'était tabou en chien. On pouvait parler de fantômes, ça passait. Mais là, tu commençais à dire... Oh, même encore. Même encore. Qu'on parle de fantômes, même encore aujourd'hui, les jeunes, regarde, on se fait faire mettre quasiment les bras dans le dos, là. Mais, ça dépend. Les fantômes, on dirait que ça passe mieux que de dire hey, j'ai été enlevé, j'ai vu des boules de lumière, j'ai rencontré des hommes en noir, je suis rendu à mon 6e avertissement, puis il y en a d'autres qui s'en viennent aussi. Tu commences à parler de tout ça, là, dans qu'est-ce que moi je fais présentement, tu regardes des croches en chien, puis il y en a d'autres ils vont le croire. Mais moi, je suis pas là pour faire croire aux gens que, hey, j'ai été enlevé, il y a ça, puis ça, qui se passe. Oui, j'ai des vraies photos d'OVNI. Tu sais, je veux dire, je suis pas là, non. Non. Moi, j'en parle, je fais des conférences sur le sujet. Que tu me crois ou tu me crois pas, ça me passe pied par-dessus la tête. Non, je dis pas que je te crois pas, mais je suis pas là. Non. Dans un cas comme... on n'est pas là comme tout enquêteur. Quand on ramasse un cas, on veut investiguer, on pose des questions. À savoir quelqu'un est crédible ou non, ou ce que c'est son vécu, c'est pas facile, c'est pas évident non plus. Là, mais justement, en parlant d'enquêteur, je veux pas te couper la parole, mais c'est parce qu'on a aussi Josie... Lévesque et Ray Blais en studio. J'aimerais ça aussi entendre parler de eux un petit peu, mais je veux, Raymond, que tu restes en ligne parce que s'il y a des questions que tu veux aussi poser à Raymond ou à Josie, j'aimerais ça que tu restes à l'écoute, en fait. Alors, Ray, on t'a entendu parler vite fait entre... Bonjour, Carole. Ça va bien? Ça va très bien, toi? Oui. Dans le fond, là, toi et Josie, vous êtes des investigateurs en ufologie, mais vous faisiez aussi à l'époque des recherches au niveau des entités dans les résidences privées ou publiques. Mais vous avez vécu aussi des phénomènes peut-être pas aussi tordus ou peut-être plus tordus que ce que Raymond nous a expliqué. Mais j'imagine que tout ça aussi, ça vous a amené à investiguer dans le domaine. Mais j'aimerais que vous m'en parliez un petit peu. Je ne sais pas laquelle, Josie. Bon, on tirait plus face, m'a commencé. OK, moi, ça a commencé quand j'avais une douzaine d'années. Il neigeait, je revenais du centre-ville, dans une ville, centre-Mauricie. Puis, à travers la neige qui tombait, j'ai vu passer un disque de couleur rouge. Rouge? Rouge. Oh, c'était rouge, là, comparable à du feu. Est-ce que c'est le dessous ou l'entièreté de l'engin? Au complet. Oh! Au complet. Je l'ai vu carrément passer. OK. Là, je veux pas, ça amène des questionnements. Ben oui, c'est Qu'est-ce que c'est? Puis là, je viens d'une grosse famille. Je parlais avec les frères, parlais avec les sœurs, puis ça a commencé comme ça. OK. Ça a été ma première expérience, en fin de compte. OK. Ce fut ma première expérience. OK. Et toi, Josie? Ben moi, ça a commencé jeune, mais pas vraiment avec les ovnis, mais plus avec les entités. Avec les... OK. Moi, c'était plus au niveau des ombres noires. J'avais à peu près 7 ans, puis j'avais peut-être des présences dans ma chambre. J'avais des marques sur le corps. Je me levais le matin, j'étais marquée bleue. Fait que c'est ça qui me portait à chercher pourquoi que je voyais ça, puis pourquoi que j'avais ces marques-là aussi. Mais toi, j'ai une question qui va peut-être entrer avec une de mes théories, parce que j'en ai une dans ma petite tête. Ben, vas-y, faire. Mais est-ce que tu as déjà vécu une expérience de mort imminente ou Oui. il t'est arrivé quelque chose? Oui? Oui. Ah ben tu me confirmes, parce que j'ai remarqué que Mais tous ça, c'était ceux... plus tard dans ma vie. Après? Oui, bien plus tard après. Mais quand tu étais plus jeune? Mais moi, ça a commencé avec les entités à 7 ans à peu près.
OK. Mais avant 7 ans, est-ce que tu avais vécu un traumatisme quelconque? Traumatisme au niveau de la famille, parce que je vivais dans un climat de violence. OK. C'est assez pour être traumatisant, Ouais, faut dire. c'était très négatif chez nous. Là. OK. Fait que oui, ça peut expliquer. Bien, je crois que oui, parce que j'ai l'impression qu'on a tout ce petit morceau-là de ressenti, de médiumnité ou de tout autre. Mais on devient plus sensible, je dirais, justement, à ces choses-là. Bon, on entend un fond, hein? On dirait qu'on entend de musique. Je sais pas si... Je pensais que... C'est-tu dans ton coin, ça, Raymond, à Montréal? On entend comme une musique de fond. Non, moi, j'entends rien. T'entends rien? Ben voyons, on doit avoir des... Ça y est, il y a une zone parallèle à la nôtre qui vient de rentrer dans le système. Parce que c'est comme si on entendait des boum-boum d'une musique assez dense à quelque part. Mais c'est pas ça, pas en tout. Puis c'est même pas ici en studio. Je comprends pas d'où vient le son. C'est peut-être mon cœur aussi. Ça peut venir d'une autre fréquence. Tu sais, parce que 96.9 à Montréal, c'est un poste de radio. Fait peut-être que vous entendez... Ah, mais on est loin, un brin. On est loin. Je ne sais pas, mais des fois, ça peut arriver. Tu sais. Non, on est un petit peu loin. Non, je sais pas. Là, on entend comme une musique de fond. J'étais sûre qu'il y avait de quoi en studio ou en arrière, mais non, on a beau enlever nos écouteurs, puis je pensais que c'était chez toi. OK, je reviens à Josie. Est-ce que toi, c'est plus côté entité dans les maisons, résidences privées, des lieux historiques ou des choses comme ça, les publics, dans un lieu public quelconque, mais voir, vivre, etc., et de se ramasser avec des traces sur le corps en pleine nuit, ça arrive souvent? Oui. Puis aujourd'hui... Ça arrive encore? Mais oui, ça arrive encore de temps à autre. Je me lève avec des marques comme si j'avais 3 doigts avec un pouce, donc 4 doigts sur les cuisses. C'est souvent les cuisses qui sont touchées. Ben voyons donc. Ouais. Ça, c'est spécial parce que... Puis toi, Ray, pendant ce temps-là, est-ce que tu es à ses côtés quand ça arrive? Oui. Puis tu n'es pas conscient ou tu vois pas rien? Bien, il dort dur. Non, mais il est arrivé un soir où pas un soir. Il est arrivé une semaine où on parlait beaucoup de ça dans le temps qu'on faisait du paranormal. Puis à un moment donné, on va aller se coucher, on est fatigué, il est tard. Puis à un moment donné, je suis couché, on dort pas ni un ni l'autre. Puis à un moment donné, j'ai dit, hey, il y a quelqu'un qui vient de s'asseoir sur le lit à côté de moi. Tu l'as senti? T'as senti le lit calé, je pense? Oui, on l'a senti. Le lit a calé, là, je veux dire. Oh. Fait qu'à partir de là, ce qu'on avait décidé de faire, quand on est équipé en paranormal, là, on a des enregistreurs de qualité. Fait qu'on a mis un enregistreur sur le bureau, on l'a démarré. On s'est dit, on va peut-être bien entendre quelque chose. Il y a quelque chose qui est venu le fermer. Pour vrai? Mais on entend, c'est quoi ça? Ouais. Puis ça le ferme. Pour vrai? Ouais. Et c'est une voix masculine, féminine? Féminine. Arrête donc. Oui. Le lendemain, on s'est dit, regarde, on va leur jouer un tour, on va en cacher un deuxième. On va en ouvrir 2, mais on va y cacher. OK. Mais on les entend parler encore dans l'enregistrement. Oui, on les entend marcher dans notre chambre. Pendant que vous dormez? Oui. Ah, wow! Oui, Mais c'était plus fréquent pendant nos investigations, ces choses-là. C'est comme si ces entités-là vous suivaient à quelque part, à chaque fois que vous allez à quelque part, dans le fond. Exactement. Exactement. C'est donc bien intéressant. Mais quand que tu réécoutes, est-ce que tu reconnais quelque chose qui a un rapport avec l'endroit où vous avez été ou sur le lieu présent? Personnellement, je pense que c'est relié aux endroits où ce qu'on investiguait. Il y en avait que ça avait un rapport avec Sainte-Clotilde. Okay. Il y en a d'autres aussi, c'était chez des particuliers. Comme si on était en relation, comme si on avait un fil attaché avec le client, si on peut dire. Mm-hmm. D'un des qui était... Un des clients, oui. Mettons celui du moment présent, là. OK. Ça veut dire comme si tu vas à l'asile Sainte-Clotilde, tu reviens... Hey, tu peux te ramasser avec lequel, du lot? Parce que je me souviens pas combien de personnes décédées là. 8, 9, 10? 9 personnes. 9 personnes sont décédées? Exactement. Il y en a 3 qui sont enterrés pas loin de Sainte-Clotilde, dans le cimetière local. Là, on a été localisés, notamment les tombes. J'ai parlé avec d'autres personnes que j'ai connues ou qui connaissaient des personnes décédées. Fait qu'on sait à peu près où ce qui se trouve. OK. Donc, mais dans la majorité. Vous avez pas mal investigué aussi, justement, sur ce côté-là. Vous avez été fouillé dans les archives. Oui, des choses comme ça. Donc, vous connaissez le dossier vraiment... Par cœur. Par cœur et du fond en comble. Par cœur. On a eu un gros cas près de Lévis, dans la ville de... On peut le nommer, la ville de Charny. On a eu un gros cas où ça a duré 5 mois d'enquête, une grosse enquête. Ça a été assez épeurant. Non, je ne me gêne pas pour le dire. Ça a été assez épeurant. On a vécu des choses. On a emmené d'autres équipes avec nous autres aussi.
OK. Ça a été ardu. On avait même suggéré aux propriétaires de l'endroit de déménager tellement que c'était hot, là. Ouais. Puis, ils ont déménagé, effectivement. Mais ce qui était le plus étrange là-dedans, c'est que quand il y avait des phénomènes chez ces gens-là, ça se passait en même temps chez nous. On n'avait aucun rapport. On n'habite même pas dans la même ville. Le même phénomène se passait dans les deux places en même temps. Ouais. Ah, OK. Ouais. Mais est-ce que vous en faites encore de l'investigation comme ça au niveau paranormal, je veux Pour le dire plaisir. fantomatique, là? Pour le plaisir Pour seulement. c'est ça. Pour notre plaisir, on veut plus en faire de façon publique. OK. On va y aller dans des cas qui nous concernent directement. Là, je veux dire, on entend parler de quelque chose, on va y aller Par curiosité. Par curiosité. C'est beaucoup d'investigation et beaucoup d'investissement aussi parce que tout ça est fait de façon bénévole ou tu sais on n'a pas c'est pas des commerces ou je vais être honnête, Carole, à force de s'investir dans ce type d'enquête-là, à un moment donné, ça vient jouer dans ta vie aussi, là, je veux dire. Ouais. Ben, c'est toujours de gruger dans le négatif, mais à un moment donné, tu t'aperçois que tu as que du négatif chez vous aussi. Là. Tu baignes dedans. Oui, c'est ça. Enfin, c'est pour ça que c'est en partie pour ça que vous avez arrêté, dans le fond. Il faut dire les vraies affaires. Là. Je veux dire, on va te donner des chiffres X là, sur 100 cas. Il y en a 80, c'est beaucoup d'imagination, beaucoup de cas qui pensent que... Puis, c'est pas parce que tu restes dans une vieille maison qu'elle est tentée. Là. Ça craque une vieille maison. Oui, c'est sûr. C'est une question d'énergie aussi. Souvent, les gens, comme s'ils créaient des égrégores chez eux, leur vie, sont tellement négatifs. C'est des gens qui ça va pas bien dans leur vie, tout ça, mais on dirait que ça crée une énergie négative dans la maison qui fait qu'ils pensent qu'ils ont des entités. Okay. Si tu regardes au fond de leur situation, mais tu dis... Peut-être si tu ouvrirais un petit peu tes lumières, tes fenêtres, tes rideaux, tu mettrais un petit peu de vie dans ta maison, puis tu restes pas trop dans ton négatif, mais tu sais... Parce que chaque personne, comme je parlais justement à une des émissions il y a 2 semaines, les énergies qu'on dégage nous-mêmes se reflètent. Bien, c'est exactement ça. C'est ce qu'on rencontrait le plus souvent comme cas. Ah, OK. Parce que on sait que quand on rentre des fois dans des maisons, ben moi, en tout cas, ça me fait ça. Je ressens. Quand quelqu'un est en colère, on le sent. On le sent tout de suite. C'est très lourd comme atmosphère dans ces lieux-là, à ce moment-là. Fait que c'est des cas comme ça que... Puis eux ne se voyaient pas aller, peut-être. Exactement. Parce que la plupart des gens qui nous appelaient, ils voulaient avoir des fantômes chez eux. Ils voulaient avoir une preuve concrète de fantômes. Ouais. Mais nous, on n'en invente pas des fantômes. Si on en a, s'il y en a, il y en a. Mais s'il n'y en a pas, il n'y en a pas, puis on va le dire. Là. Je veux dire, on ne commencera pas à l'inventer. Là. On parle de fantômes, mais on parle aussi de... Comment je te dirais bien ça? D'énergie aussi. Là. Je veux dire, il y en a qui restent dans des secteurs où il y a des énergies qui se croisent. Tu restes proche d'une centrale électrique, tu restes proche d'un barrage hydroélectrique. Dans les cimetières. Il se dégage des choses de là. Je veux dire, il y a des champs magnétiques, il y a toutes sortes de choses qui se dégagent. Puis ça, il faut en tenir compte de ça. Président Raymond? Oui, c'est bon, ça. Non, c'est ça. Ben là, je vous écoutais parler, je voulais pas vous interrompre, là. Qu'est-ce que Ray vient juste de dire, c'est absolument vrai. Les centrales électriques, les pylônes électriques, OK, des fois, les gens peuvent peut-être voir quelque chose, un phénomène, OK? On va dire ça comme ça. Puis les gens vont peut-être penser, j'ai vu un fantôme, j'ai vu une boule de lumière, mais c'est un problème pas électrique, mais c'est un phénomène très explicable. Ça, c'est une chose. Vous avez parlé que des... comment je peux dire ça? Dans les maisons, OK, j'ai déjà fait des enquêtes sur le sujet des fantômes, des maisons hantées, des restaurants hantés, mais surtout à Montréal, là. Dans les plus gros cas de maisons hantées puis de restaurants hantés, comme dans le Vieux-Montréal, il y a un phénomène, on va appeler ça comme ça, qui se produit souvent. OK? Puis ça vient pas des gens. OK, on pense, parce que des fois, il y a des restaurants, bon, là, je ne le fais pas aujourd'hui, c'est pas des purifications, là, il y en a qui appellent ça des nettoyages, mais j'aime pas le terme. Bref, quand il y a des rivières ou des ruisseaux souterrains qui vont passer sous des bâtiments, des restaurants, bon, des écoles, OK? Regardez où est-ce que je vais m'en venir avec ça. Disons que la rivière, exemple, la rivière Molson qui est à Montréal, c'est une rivière qui part à peu près comme proche de la rue Jory, OK? Et située à peu près, si je me trompe pas, on va dire entre P9 et Vio, à peu près, bon, à Serpente, OK? Là, on est dans une maison. Là, la madame, elle me dit, « Hey, il y a des drôles d'affaires qui se passent chez nous. Il y a des portes qui rouges, je vois des entités. » Fait que là, nous autres, on arrive là, où il y a un médium qui arrive sur place.
Puis on découvre, en fin de compte, qu'il n'y a absolument rien. Sauf que quand on fait des recherches approfondies, là, on découvre qu'il y a une rivière souterraine qui passe sous la maison. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, disons, peut-être dans, je sais pas, ça peut être le voisin avant, ça peut être dans 600 mètres, dans 1 kilomètre, disons que la personne est très négative, il y a eu un suicide, on fait de la magie noire, bon, ça se propage. Mais l'eau est conductrice, déjà là, en partant des énergies. Justement, il y a beaucoup de cas de fantômes d'entités que c'est à cause de des trucs comme ça, qu'il y a des rivières qui vont passer soit sous un bâtiment ou proche, ou ben donc vous habitez un ancien cimetière, ça je pourrais en parler peut-être une autre fois. Mais il y a un ancien cimetière à Montréal qui ont construit des maisons dessus dans les années 90, puis c'est épouvantable, tu sais. Ah, ça, c'est régulier au Québec, là. Mais justement, dans ce sujet-là, on avait découvert avec le Garpan des secteurs qui étaient beaucoup plus hantés, ainsi que beaucoup plus visités au niveau des ovnis. Oui, et ça se trouve être toujours auprès des fleuves, du fleuve, puis des eaux comme ça. Tu parles au niveau de la carte interactive. La carte interactive. Nous autres, on avait fait une carte de où ce qu'on enquêtait, puis de tous les témoignages qu'on avait. Fait qu'on avait spoté, mettons, sur une carte du Québec. On avait tout des petits épinglé. points rouges. Puis on avait demandé à... C'est Yann Vennet qui dirige le Garpin. Puis il avait publié une carte d'observation d'OVNI. Puis quand tu superposes les deux cartes... C'est identique. C'est identique, là. À quelques kilomètres près, là. Ah oui, là. C'est sûr que le picot, il peut être à 1 kilomètre là versus là, mais les secteurs sont identiques. On avait ciblé pas mal autour de Québec, de Lévis, de Charny. Un peu partout. Tu vois, ici, on a le fleuve Saint-Laurent, notre beau fleuve. C'est vrai que les énergies circulent. L'eau, c'est de l'énergie. Ouais. Notre corps est fait à 80 d'eau. Donc, on est énergie nous-mêmes à quelque part. Mais c'est vrai que partout, en bordure du fleuve, j'ai remarqué aussi les cas, soit ovnis, mais fantomatiques sur la 132, les entités, puis tout. Là, on a beaucoup de cas ça vient de... Je dirais à peu près à 10 km à partir du fleuve jusqu'en rentrant dans les terres, là. Ça joue pas mal là-dedans. 10 km. Mais tu vois, les anciennes civilisations qu'on avait ici, il y avait beaucoup d'Amérindiens. Ils enterraient tout sur le bord du fleuve, ouais. C'est ça. Il y a beaucoup. Puis ça date, je fais juste regarder Québec, ça a plus de 400 ans, là. Ouais. C'est pas vieux comparé à la France. En Europe, on voit des villes, ça date de 1700, 2000 ans quasiment, là. C'est pas, peut-être pas 2000, là, mais on voit qu'il y a des vieux bâtiments qui datent des années 1200 qu'on n'a pas ici. Il y a des endroits qu'on a investigués qu'il y avait des gens dans leur sous-sol qui avaient des tombeaux qui sortaient de là. On voyait des ossements ainsi que des pierres tombales qui sortaient de leur sous-sol. Oui, on a fait une enquête à la Chine. C'est grand, la Chine, fait que je peux en parler, là. C'est bord de l'eau encore. On a fait une enquête à la Chine où, sur une période de 100 ans, c'est répertorié. Tous ceux qui ont resté dans cette maison-là ont prononcé les mêmes paroles, ont vu les mêmes choses au cours des années, là. Donc, c'est des répétitions. Et, je veux dire, j'ai connu le propriétaire de cet immeuble-là, puis à un moment donné, il a commencé une rénovation, il a trouvé du vaudou dans les murs. Oh! Oui, du vaudou, là, je veux dire, ça commence à être clair. Il a trouvé dans sa cave des objets datant de quand il y a eu la guerre entre les Indiens et les colons, il y a à peu près 300 ans. C'est ça, en 1600, 1500, 1700. Puis, c'est là, ça se vit. C'est une des plus vieilles maisons de la Chine. Je ne pourrais pas te dire la date exacte, là, mais c'est une des plus vieilles maisons de la Chine. Puis il se passe encore ce type de phénomène-là. Là, je veux dire, on dirait quand c'est imprégné dans une place, un peu comme Raymond Choquette disait tantôt, là, il y en a qui font du ménage ou de la purification, mais quand c'est trop ancré, à un moment donné, ça devient que, OK, tu calmes le jeu, mais ça revient. Mais même à ça, une purification, ça ne dure pas 6 mois de temps. Là. On s'entend-tu que quand tu fais une purification, ça va durer quoi, quelques jours? C'est une pause. C'est une pause. Ouais. Après ça dépend de ton énergie à toi. Qu'est-ce que tu en fais? Qu'est-ce que tu vas donner suite à ça? Là? C'est bien temporaire, une purification. Là.
Mais je sais aussi que vous faites des enquêtes au niveau, pas enquête, mais vous faites des soirées d'observation. Ufologique. Pour ufologique. Ça vous arrive encore dans le coin de Victo. Vous êtes, il y a la montagne, le mont Arthabasca, je pense. Mont-Saint-Michel ou Mont-Saint-Michel. Arthabasca, ouais. On reste dedans à cette heure. OK. Vous êtes dedans, le mont? Oh, fait que vous êtes bien plugués, là. Oui. On voit tout, là, de là. Ah, c'est donc bien nice, ça. Oui, puis on a vu des choses dans ce secteur-là, derrière la montagne. On a vu passer des choses sans bruit, pas à hyper haute altitude. C'est justement là, ça c'est un truc en très basse altitude, ne sont pas détectables par les radars. Fait que c'est sûr qu'ils vont passer très bas. C'est comme quelque chose que j'ai vu, moi, c'était même pas 100 pieds, là. Fait que c'est sûr qu'un drone domestique va parfois plus haut que ce que moi j'ai vu, là. J'avais été à une conférence du Garpin à un moment donné, puis j'avais raconté. Moi, je travaille à Drummondville, je reste à Victoriaville. Puis en venant sur le 955, il y a des pylônes électriques. Il y avait une espèce de boule qui était en haut des pylônes électriques. Moi, je roule à 120, je suis tout seul sur la route la nuit. Là. Puis, elle était à peu près, je te dirais pas, 200 pieds en avant de moi dans les airs, ces pylônes électriques, à peu près 150 pieds de hauteur, on roulait à la même vitesse. C'est pas une boule de feu qui est reliée avec ça, là? C'est une sphère, juste une sphère. Je veux dire, c'est pas de quoi qui va dégager de la lumière à 100 pieds à ronde. Une sphère qui s'auto-éclaire dans un sens. OK. On suivait. À un moment donné, ben, le pylône, il fait ça. Pouf, pouf, est parti. Puis bonjour, la visite, je ne l'ai pas revu. Là. Je dis, ça, c'est vu un an et demi. J'ai vu ta conférence quand tu en as parlé justement avec... c'est un des soupers du Garpin qu'ils ont fait l'année dernière, l'automne dernier. OK. On doit encore aller à la pause. Donc, on revient dans quelques minutes. Durant la pause, Ray, tu as parlé du phénomène de la cloche. C'est quoi tu voulais dire? Bien, dans les années 40, oui, Ray, quand je dis Ray, c'est celui qui est ici en studio. Puis si je dis Raymond, c'est au téléphone. On va les démêler comme ça. OK. Parce que j'écoutais le témoignage de Raymond Choquette tantôt qui parlait d'une cloche. Puis je sais que dans les années 40-50, il y a eu les Allemands, le Troisième Reich, là, on peut appeler ça comme on veut, qui faisait des essais au niveau d'une cloche pour essayer un voyage dans le temps. Je ne sais pas si ça te dit de quoi, Raymond? Oui. OK. Puis je pourrais rajouter de quoi? Il y a eu un ovni qui s'est écrasé en 64, je ne sais pas si tu te rappelles de ça, dans le bout de Pittsburgh, c'est proche de Pittsburgh. Ça a été récupéré par l'armée, ça a été très médiatisé. Puis l'ovni est en forme de cloche, justement, mais elle n'était pas grosse, c'était gros comme une Volkswagen Beetle dans le temps. Là. OK. Je sais qu'il y a eu, début des années 70, au centre Mauricie, je nomme jamais les villes directement, il y a eu un atterrissage, plutôt un amérissage d'un ovni qui a tombé dans la rivière Saint-Maurice. Elle est quand même longue, la rivière Saint-Maurice. Puis au courant de la semaine, il y a des créatures qui avaient été vues. 2 créatures qui avaient été vues. Avec des yeux rouges. On entendait beaucoup de commentaires. Moi, je venais de cette région-là. C'est fréquent, ça, cette sorte de créature-là que tu viens de me dire là? Oui, mais c'est une place qui est très chaude au Québec. C'est comme le mont Sainte-Claire, c'est comme dire le mont Mégantic, c'est comme dire que c'est une croix. Entre Shawinigan et là-dessus, il y a beaucoup, beaucoup d'activités ufologiques. C'est exactement dans ce coin-là. Oui, c'est ça. Même on soupçonne qu'il y aurait peut-être une base, peut-être quelque part en forêt ou quoi, avec l'armée en communication avec les extraterrestres, je ne sais pas là. Je ne suis pas rendu là encore, mais il y a beaucoup d'activités dans ce coin-là, oui, tu as raison. Et il y a beaucoup de cherche le mot, comment on appelle ça, des UFO, des ovnis qui vont dans l'eau, comment on appelle ça, Ray? Un osni? On appelle ça un ovni qui va dans l'eau. Il n'est pas volant. Un omni, je pense. C'est parce que ça va dans l'eau. Oui, un omni, c'est ça. Ça, il y en a beaucoup au Québec. C'est pas juste dans ce coin-là. Le fleuve Saint-Laurent, il y a eu un gros cas en 2013. Ça serait long à en parler, là, mais il y a beaucoup d'ovnis qui vont dans les rivières ou dans les fleuves. J'ai plusieurs cas. Que justement, moi, que j'ai eu justement l'an dernier, mais ça date des années 70-80,
80. Il était 4 à avoir vu une boule orange scintiller, très gros. Là. C'est quand même une grosse boule d'à peu près, près d'une dizaine de pieds, je dirais, de diamètre. Et ça... Tu sais, avec comme les éclairs, là, ça venait très brillant. C'est comme si ils se connectaient dans l'eau du fleuve. Il y avait... puis ils ont vu ça pendant quelques minutes, là. Tous les témoins ont... Non, c'est un peu comme le cas Sainte-Bonaventure à Montréal qui est arrivé à la Place Bonaventure, qui a été commenté par du monde connu, comme Christian Page, qui a été commandé par Bourbeau dans le temps. Il y a eu des grosses enquêtes de fait là-dessus. Oui, mais des grosses enquêtes, mais pas finies ben. L'enquête est reprise, justement, là, parce que je vais l'avoir le 9 juin, je vais l'avoir ici, celui qui fait l'enquêteur du MUFON. Je vais avoir cet enquêteur-là ici avec un témoin direct qui était au sol. Il était dans la rue quand c'est arrivé. Il y a trop de choses qui sont dites par des centaines de personnes qui n'ont pas été retenues. Mais pour ceux qui ont écouté le reportage, vous pouvez aller le voir, il est encore sur YouTube, là, mais il a été vu en haut de la place Bonaventure, mais le journaliste qui se déplace en auto puis qui le revoit plus loin. Exactement. Je veux dire, on peut plus parler de phénomènes lumineux causés par quelque chose aux alentours de la place Bonaventure. Là, je veux dire, les grues ne se déplacent pas. Là, on s'entend. Là, non. Moi, je crois fortement qu'il y a eu quelque chose là. Mais tout a été éteint de toute façon. L'histoire des grues, là, ça a tout été éteint, ces chantiers-là, les lumières de chantier. Moi, je crois fortement qu'il s'est passé quelque chose là de véridique. Quoi? Je ne le sais pas, je n'étais pas là, mais... Mais à mon avis, il y en a qui sont là pour t'empêcher de croire à ça, qui veulent taire tous les phénomènes. Dès que tu parles de ça, de toute façon... Moi... C'est comme je disais en intro d'émission... Les gens sont là pour te faire taire. Moi et Josie, on a enquêté à des places, des choses assez chaudes, si on peut s'exprimer comme ça. Puis oui, on a été... c'est arrivé qu'on a été suivis, puis c'est pas de la paranoïa, là, je suis sain d'esprit, puis Josie est très saine d'esprit. Oui, on a été suivis pendant une dizaine de jours, à un moment donné. On avait... Je peux pas en parler, là, je veux dire, c'est quelque chose de très hot. Puis, le message que ça donne, c'est femme d'ailleurs. Exact. Mon Dieu, s'il y a bien quelqu'un qui sait de quoi tu parles, c'est justement Raymond. Là. Raymond, t'as eu combien d'avertissements? T'es rendu à combien d'avertissements de l'armée? Là, je suis rendu au 6e avec celui de l'année passée, mais il y en a un autre qui s'en vient, je le sens. Je parlais un peu hier, là, mais il y en a un autre qui s'en vient parce que, justement, j'ai découvert d'autres choses parce qu'il y a des vieux cas au Québec que j'ai repris les enquêtes. Tu sais, comme Place Bonaventure, comme tu disais, Ray, oui, c'est un gros cas au Québec. Mais c'est pas juste... L'OVNI a été vu juste au-dessus de Place Bonaventure. Ça a été vu ailleurs, dans l'est de Montréal. Exact. Ça s'est déplacé. Ça a été vu à la base militaire de Longue-Pointe, qui est proche, en fin de compte, c'est une base qui fait comme de Notre-Dame jusqu'à Hochelaga. C'est proche de la rue Davidson, proche du pont-tunnel de la Fontaine, pour être plus précis. Et puis, l'objet a été surveiller la base pendant 1 heure de temps. Il y a eu plein de témoins de ça. Ben, tu sais, on parle souvent d'OVNI, puis que l'armée est là. J'avais été en contact avec quelqu'un, X, qui me disait que oui, encore au Canada aujourd'hui, surtout dans le coin d'Ottawa, il y a des départements complets qui s'occupent encore des phénomènes non identifiés. Là. Puis ça, c'est clair, net et précis. Là. C'est des agences gouvernementales qui s'en occupent. Ben oui, c'est sûr. Ils n'ont pas le choix. Il y a tellement d'activités. Il y a tellement d'activités sur les radars. C'est ce qu'on appelle du ARV, du radar visuel. Il y en a tellement. Fait qu'ils n'ont pas le choix que le Canada, qu'il y ait une division qui s'occupe de ça. On va dire c'est qu'il y a un escadron radar. Là, tu sais. Mais c'est pas tous des ovnis, là. Non. On parle pas tous d'extraterrestres. On parle... Il y a beaucoup d'essais sur des types d'engins spéciaux américains, européens, allemands, tu sais. Ils viennent essayer ici. On n'est pas peuplé bien au Canada. On est 30 millions sur un pays énorme. Oui, c'est un fait. Tant qu'on dit OVNI, ça ne veut pas dire que c'est un extraterrestre qui est dedans. Exact. Ça peut être bien des choses. C'est quelque chose qu'on ne comprend pas c'est quoi le phénomène. Ça peut être un OVNI, ça peut être un avion secret militaire, puis il y en a beaucoup. Là, c'est sûr. Qu'on ne connaît pas. Puis, ça peut être beaucoup de choses. On reçoit des témoignages. J'ai quelqu'un que je nommerai pas là, qui m'a fait un témoignage assez élevé. Puis il me l'a fait à répétition. Je veux dire,
Ça fait quand même plusieurs années que je le connais. Là. Il me l'a fait à répétition, sans jamais déroger d'une virgule. Là, je veux dire, quand c'est pas vrai, à un moment donné, la version, elle se modifie avec le temps. Oui, ça change. Sauf qu'il l'a pas appris par cœur. Il raconte toujours la même affaire, la même histoire, les mêmes années, les mêmes jours, les mêmes dates. Ça c'est avec précision. Oui, quand c'est comme ça, c'est du vrai. Parce que c'est vrai qu'un mensonge, une histoire inventée, des fois, tu te souviens pas de l'histoire que tu viens de raconter. Hein? Exactement. C'est ça qu'il faut retenir. Exactement. Mais il faut être vraiment bon menteur, sinon, mais... Il y en a. Oh oui, il y en a. Mais il y a beaucoup de cas aussi que c'est vraiment comme tellement... des fois, on voit... Tu sais, on sait que la planète Terre, là, ronde, là. elle est effectivement ronde. Daniel, il me fait signe. Non, elle est plate. Ben oui. C'est plate en maudit par bout des fois, mais elle n'est pas plate, elle est ronde. Elle est vraiment ronde. Le fait que la planète dégage la chaleur, qu'est-ce que ça fait quand ça dégage la chaleur? Tu vois, comme dans le désert, l'effet eau. Mais en fait, elle n'est pas là. C'est un mirage, carrément ça. Merci, Daniel. Un mirage. Mais quand on voit la planète Vénus, qui est en très basse altitude au niveau de l'horizon, et que ça rentre le mirage entre dans cette zone de vision, la planète va te paraître encore plus grosse. Ça va te paraître aussi beaucoup plus... Un effet miroir. Effet miroir, lumineuse, avec des couleurs. Mais ça, c'est des gaz que la planète dégage aussi qui donnent ces effets-là. Et les gens prennent ça pour des ovnis, malheureusement. C'est pour ça que je parlais l'autre fois d'aller vous chercher des applications qu'on met sur les cellulaires, comme la carte du ciel. Là. Quand vous voyez quelque chose dans ce genre-là, puis ils sont pas sûrs de ce que c'est, bien, vous prenez l'application, vous dirigez votre téléphone ça sur... Vous le dit. Exactement. Ça dit, moi, là, ça m'a vraiment... Premièrement, ça m'a appris à savoir que telle heure environ, je sais que le lendemain, la planète va être à tel endroit. Je sais à quel endroit, à quelle altitude, au niveau, à quel endroit elle se situe exactement. Là. Vénus, c'est ça? Oui, Vénus, entre autres, parce que c'est une des planètes les plus vues, les plus basses et la plus proche. Il y a elle et Mars un peu, mais Mars est un petit peu moins... Mais Vénus est très lumineuse, hein? Fait qu'elle induit en erreur souvent. Bien, c'est ça. Ça ou à Capella, les étoiles comme Capella, où t'as... mais ça, justement... Il y a des sites comme sur Facebook où ce que tu peux avoir des petits cours d'astronomie amateur. Ça, je le suggère fortement pour élucider bien des cas parce que c'est intéressant. Tu sais, il y a plein des étoiles dans le ciel, on les voit, les planètes. Même si... Pour rester dans ce sujet-là aussi, puis là, écoute, il y en a qui vont me trouver peut-être un peu flyé dans ce que je vais dire, mais c'est pas grave, j'assume ce que je dis. Je pense que les gouvernements sont en mode préparation à des événements qui vont arriver bientôt. Tout à fait. Mais dans le sens que je regarde tout l'argent qui est mis, puis l'énergie qui est mise à trouver des exoplanètes qui sont à des distances inimaginables. On parle d'1 million d'années-lumière. Ben, il y a une planète inhabitable là-bas. Mais pourquoi mettre tant d'efforts, tant d'argent pour trouver des planètes où tu n'as pas accès? Non, d'après moi, ils ont des accès. Oui. C'est ce que je pense. Parce que tu n'essayes pas de trouver une planète comparative à la Terre qui se trouve à 300 000 années-lumière. On n'a même pas le temps d'être spermatozoïde, mais on est déjà mort. On n'est même pas... Mais savez-vous ce que veut dire 300 000 années-lumière? C'est qu'il faut que tu voyages 300 000 ans à la vitesse de 366 000 km à l'heure. C'est ça, exact. Ça veut dire... C'est long, là. Tu sais, si on prend Arcturus, un des plus gros soleils qui existent, d'après moi, là, juste partir avec un Boeing à plein régime, faire le tour de ce soleil-là, ça prend 1100 ans. Puis on le voit en plus, hein? Arcturus, des fois, elle vient tellement lumineuse, brillante, tu dirais, comme peut-être pas aussi grosse que Vénus, là, mais tu la vois très, très bien. Moi, je suis persuadé que toutes ces recherches-là ont un but bien précis. Écoute, tu peux pas rechercher quelque chose qui est inaccessible. Non, en fait. Ça serait illogique. Hey, on va être obligé d'encore retourner à la pause une dernière fois avant la fin de l'émission qui s'achève. Je vous demande de garder les ondes encore pour quelques minutes. On vous revient après la pause. Vous
Vous êtes à l'antenne de CJMD 96.9, la radio à Lévis. La radio à Lévis. Pour vos besoins en matière de sécurité, pensez Sécurité Accès. Basée à Lévis depuis maintenant 20 ans, Agence Sécurité Accès est la référence en matière de sécurité sur la Rive-Sud, également présent à l'échelle de la province. Marco Lefebvre, propriétaire et gestionnaire, assure un service de qualité en étant proche de ses clients comme de ses agents. Optez pour un service de sécurité personnalisé adapté à vos besoins, quels qu'ils soient. Entreprise aux divers services, entre autres. Agents de sécurité, de premiers soins, d'unité canine, de signaleurs, de patrouilleurs et beaucoup plus. Ils sont en recrutement constant en passant. Joignez-vous à l'équipe. Sécurité Accès, votre référence en matière de sécurité. www.sécuritéaccès.com. Sécurité Accès pour une protection répondant à vos attentes. 418-838-8804. 418-838-8804. Je vous le dis, c'est pas un secret pour personne. Au RINA Saint-Romuald, du 950 rue de la Concorde, pour tout achat de 25 $ ou plus, vous recevez un certificat cadeau de 10 $ seulement en mentionnant CGMD. Hey, 10 piastres parce que t'as dit 4 lettres. Fait cher la lettre, là. Mais c'est seulement au RINA Saint-Romuald, 950 rue de la Concorde. Profitez-en, là. Voici un traiteur original et surprenant pour un événement privé ou professionnel. L'équipe de Cuisine du Marché, Cuisine de rue, à tendance carnivore, s'occupe de tout. Quel que soit le projet, le camion se déplace là où vos événements se déroulent. Cuisine du Marché, Mobile Food Truck vous propose un menu personnalisé 100% Wagyu Québec et une équipe prête à vous servir qui s'adapte à tous vos besoins. Contactez le chef propriétaire Hugo Bernier 418-836-5959 ou visitez cuisinedumarché.net. cuisinedumarché.net. Espace Beauté &K, le nouvel endroit où vous réinventez. Deux jeunes dynamiques propriétaires qui vous invitent à découvrir de nombreux soins en esthétique, ainsi que des services d'extension de cils et capillaires. Ayez le bonheur de découvrir les produits Estéderm. Séance de bronzage sans attente avec un total de 13 lits et une option de spray tan de qualité. Ne tardez pas à venir les visiter et profiter de nombreuses promotions adaptées à vos besoins. Espace Beauté &K, situé à l'étage supérieur du Maxiform à Lévis, 170 route Président Kennedy, appelez au 418-833-9555. Espace Beauté &K, l'apparence que vous méritez. You're now listening 96.9. La radio de Lévis, la station du Mont-Fly. Here we go. Et oui, on est revenu. Il nous reste quelques minutes avant la fin de notre émission. Ray et Josie, vous aimez votre expérience, comme on a parlé, mais vous allez revenir, hein? On te le promet. Promis. Et Raymond Choquette? Oui. OK, tu dormais-tu, toi, là? Je te réveille-tu? Non, j'écoutais. Je regardais les messages sur Facebook aussi, OK. Qu'est-ce que les gens disaient. Et puis, ben oui, c'est sûr qu'on va revenir. Ah ben oui, toi, tu reviens, quelle date que je t'ai cédulé, donc, il me semble que ça va... 23 juin. 23 juin, le 23 juin, tu reviens. Nous, on va prendre une pause durant l'été, mais en septembre, c'est sûr qu'on a encore du gros matériel. Et d'ici 30 juin, on va avoir énormément du stock vraiment intéressant à vous présenter, que ça soit d'ordre mort imminente, expérience astrale, on va vraiment toucher le tout. Tantôt, Josie, tu m'as dit un petit quelque chose en rapport avec... non, c'est-tu toi ou c'est Ré ou Josie? La méditation, des choses comme ça. Oui. C'est quoi tu voulais... Parce que ça aussi, j'aimerais ça en reparler, à moins que... Moi, j'en ai fait de la méditation. J'ai commencé ça j'avais environ 13 ans. Je vais appeler celui qui m'a initié à ça, Koel. Je vais l'appeler de même parce que je ne veux pas le nommer. Il nous avait montré un type de méditation qui était quand même relativement facile à faire. Puis, après ça, il nous a fait un petit peu dévier sur la sortie de corps. Comment aller puiser de l'énergie ailleurs... Puis, après ça, tu développes tes propres choses. Faut que je parle dans le micro. Oui, le plus proche. Essayez de ne pas toucher au micro. C'est ça. Puis, à un moment donné, je me suis retrouvé dans une maison, parce qu'on était environ une douzaine de personnes là-dedans. Quand je me couchais le soir, je faisais beaucoup de méditation. OK. J'ai de la facilité, c'est comme ça. Ma soeur Céline aussi, elle en a. Puis, à un moment donné, quand je faisais ma méditation, puis personne ne dormait dans la pièce, parce que je leur siphonnais leur énergie pour gonfler la mienne, pour aller où je voulais aller dans ma méditation. Hyper intéressant. Bien, ça commence comme ça.
d'après moi, plus tu es dans un état zen, relaxant. T'es sur le gros nerf, oublie ça. Là. Non, mais écoute, la maison est en campagne. Ben, c'est ça. Mais tu sais, quand tu es dans un endroit zen et que tu es toi-même zen, c'est les énergies vont circuler. Comme j'ai dit tantôt, notre corps est à 80 d'eau. Il y a beaucoup, là. Donc, c'est pas une affaire de spiritualité fuckée où ce que les gens vont dire, bon, ben, Non, c'est réel. C'est physiquement. On fait partie d'un monde où tu as de la matière liquide, organique, puis on fait partie, nous autres, on est organique et liquide. Mm-hmm. Tout est un petit peu interconnecté, veut pas, là, je veux dire. Si tu entends un gros boom à 1 mètre de toi, il y a des chances que ça te stresse. Si tu l'entends à 1 kilomètre, tu es moins stressé. Ben oui. Fait que le corps réagit à son environnement, veut pas. Là. Exactement. Je veux dire, l'esprit réagit à son environnement. Moi, je suis un fan de la réincarnation, je suis un fan de la vie après la mort. J'y crois. Là. Ben moi aussi, j'y crois. Ça reste que c'est des croyances. J'y crois, mais non seulement j'y crois, mais ça commence à être prouvé scientifiquement qu'il y a quelque chose de ce côté-là. Puis ça en fait partie. D'ici la fin de ma saison été, j'ai quelqu'un qui va venir en studio nous parler de son expérience, une personnalité connue du public en plus. Et je crois énormément au monde parallèle. Ben oui. Ouais. Oui. Aussi les tables. Faut pas cogner avec toutes les bagues. Faut pas cogner ça à la table. On fait juste accrocher un peu. Mais je crois énormément au monde parallèle. Puis c'est là que je viens faire le lien avec les entités, certaines entités, d'après moi, c'est pas nécessairement de la vie après la mort. Puis, en ayant des mondes parallèles, je pense qu'il y en a qui réussissent à traverser, ce qui produit des cas d'OVNI. Mm-hmm. Ouais, c'est ça. Des cas de visualisation de boules, de ci, de ça, qui proviennent probablement de mondes parallèles. Oui. Ben, mais aussi, c'est ça, les entités, les ovnis, les élémentaux, toutes ces choses-là, j'ai l'impression que c'est tout relié ensemble d'un monde. Comme une fenêtre sur chaque monde qui se croise de temps en temps, qui s'ouvre. J'ai aimé le commentaire de François C. Bourbeau à un moment donné, lorsqu'il a dit « Tu mets une personne là, elle le voit pas. » Non, c'est Jean Cazot qui a dit ça. J'ai entendu François C. Bourbeau sur YouTube. Aussi. Ah, mais Jean Cazot aussi, il en parle. Ça fait partie justement de ces l'effet kaléidoscope qu'on appelle. Là. Oui. Puis, mais ça, j'y crois beaucoup qu'une personne qui est là ne le voit pas, puis celle qui est 50 pieds plus loin, le voit. Mm-hmm. Je veux dire... C'est comme une preuve à quelque part que... Où tu l'as, ce petit piton-là dans toi que tu fais que tu vois? C'est un peu... J'écoutais Cazot la semaine passée, Monsieur Cazot. Mm-hmm. Moi, je l'appelle Cazot. Puis on s'est jamais rencontrés. Mais j'écoutais Cazot la semaine passée où il disait que la science, elle explique pas tout. Non, mais non. Il explique... Il avance pas vite. C'est long. C'est rendu au niveau où ce qu'eux sont rendus. Ça, c'est ça. C'est ça que j'ai bien aimé ça, moi aussi. Ça, j'ai adoré ce bout-là quand il a mentionné ça, parce que c'est la réalité. Mm-hmm. Je veux dire, ils sont rendus où ils sont rendus, puis peut-être que dans 2 ans, ils vont dire « Ah, il y avait ça. » Il me reste 2 petites minutes, même pas. Raymond Choquette, as-tu quelque chose à dire pour clore l'émission? Raymond? L'émission en 2 minutes. Écoutez, j'ai bien aimé l'émission, évidemment. Puis de quoi on va parler le 23? Le 23, on va parler de quoi? Oui. On peut parler des gros crashs d'OVNI qu'il y a au Québec, il y en a. OK, oui, c'est vrai, effectivement. Ça va être intéressant. On peut parler des gros cas d'OVNI, que ce soit Bonaventure, il y avait d'autres détails que je pourrais formuler. Il y a le cas de Marieville qui est très intéressant. Les crashs d'OVNI, il y en a plusieurs qu'on peut parler. Oui. Après ça, il y a aussi des crashs ailleurs au Canada qui s'est passé. Et qu'est-ce que je voulais dire aussi? C'est pas juste aux États-Unis que ça se passe, hein, c'est vrai. C'est vrai pareil. Parce que juste dans le secteur de Lévis, Québec, Montmagny, Bellechasse, Lobinière, ça aussi, c'est tous des secteurs où même Montréal aussi. En Gaspésie, oui, la Côte-Nord, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'observations. Mais tout ça est relié, j'ai l'impression, si tu regardes sur les cartes interactives, c'est vraiment près des cours d'eau. Fait qu'il y a un lien à quelque part, mais encore là, vous saviez que c'est ça. Mais on va en reparler un petit peu plus. On doit terminer l'émission là-dessus. Malheureusement, c'est déjà fini. Je veux remercier nos amis en studio, Daniel Ferland,
Ré Blais, Josie Lévesque, ainsi que toi, mon cher ami Raymond Choquette, en ondes à Montréal. Mais le prochain coup, tu vas être en studio, tu me dis? Oui, tu confirmes. Donc, la semaine prochaine, en principe, j'ai Jean Morissette, Bruno Lefebvre seront avec nous. La semaine prochaine, on voulait tenter aussi de démystifier le phénomène de médiumnité parce que j'avais contacté un médium, mais par curieux hasard, il ne me retourne pas mes appels. Fait que je risque je ne sais pas s'il y a la chienne ou quoi, ou s'il y a peur mais je ne sais pas. Donc, ma sœur Chantal, qui est très, très, très brillante, ma sœur d'ailleurs, elle part avec des théories assez intéressantes. C'est ça, fait que au pire, c'est le truc qu'on devrait avoir la semaine prochaine. Ne manquez pas l'émission je me sais pas le nom de son émission avec Sabrina Lachance qui s'en vient dans quelques instants. Alors, bonne semaine à vous tous. Je vous revois la semaine prochaine. Bye bye tout le monde.